Bon, on a 3 minutes de retard, mais c'est pas grave, on va rattraper. Bonsoir à tous. Merci. Le micro, c'est comme ça, là ? Bon, attendez, ça n'a pas commencé. Ça n'a pas commencé, faut pas applaudir, hein. Faut déjà attendre le contenu de cette réunion. Bon, enchanté, donc je suis Arnaud Chiche, médecin anesthésiste, réanimateur, pas du tout médecin de ville, mais je travaille avec certains d'entre vous régulièrement. Je travaille dans un établissement à Hénin-Beaumont, dans un établissement privé à but non lucratif. Et donc, je suis le président et le fondateur du collectif Santé en danger, que vous connaissez probablement, qui est une association qui fait du lobbying en santé depuis bientôt 4 ans, 3 ans et demi. C'est beaucoup trop long, je pensais qu'il serait plus vite que ça à l'époque. On fait du lobbying en allant chercher chez les professionnels que vous êtes ce soir les vraies revendications qu'il faut porter à côté des syndicats, avec eux, en étant un peu une sorte de haut-parleur de syndicats, en allant à l'interface avec les politiques et en essayant de les aider à ne pas faire n'importe quoi. Bon. Alors, j'avoue que si on devait juger le bilan collectif Santé en danger ce soir, bon, ce serait pas terrible. Cependant, notre expérience montre quand même aussi que quand on porte fort des messages de bonne conscience sur l'organisation de la santé, que ce soit pour l'hôpital ou pour la ville, au bout d'un moment, dans les médias, dans les réseaux sociaux, dans des réunions comme ce soir, l'expérience montre quand même que les politiques finissent par s'imprégner de ces messages-là et que sans qu'ils s'en rendent compte, au bout d'un moment, les ressortent en pensant que l'idée vient d'eux, mais ça on s'en fout. Mais il y a quand même quelque chose là qui fait qu'on doit, à mon avis, continuer à insister dans les combats que chacun d'entre vous milite au quotidien. Alors, j'ai à côté de moi Frédéric Pain, qui est vice-président du collectif Santé en danger, Laurent Cordion, médecin généraliste, qui est représentant CFE-CGC, et Guillaume Devrève, qui est représentant UFML et membre du conseil d'administration de Médecins pour demain. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que nous, le collectif, on travaille en collaboration avec les syndicats. On n'est pas là pour réinventer l'eau chaude ou porter des propositions qui ne seraient pas les vôtres. Mais je pense qu'il y a besoin aussi d'une entité un peu globale. Et le collectif, comme vous le savez, ce soir on va parler de médecine de ville, mais on s'intéresse aussi à l'hôpital, on s'intéresse au médico-social. Nous on essaye de conserver l'unité de tout le monde un peu. Voilà, ça, on a un peu chien de berger, je ne sais pas, mais on essaye de faire en sorte que les combats par corporation ne diluent pas la lutte. Et on a un programme santé. Ce soir, c'est le lancement de la mise à jour de notre programme santé, qu'on a appelé il y a 2 ans le vrai Ségur de la santé. Donc là, ce soir, c'est le lancement avec le thème médecine générale du vrai Ségur 2024. Voilà pourquoi vous êtes là ce soir. Et je remercie vraiment Médecins pour demain et les WhatsApp magiques qui font que vous avez été tous conviés ce soir. Et je remercie les gens de l'organisation du collectif. Mais on ne va pas perdre trop de temps à remercier. On se remerciera plus tard. Voilà comment on va fonctionner ce soir. Alors je surveille l'heure parce que j'espère que je ne serai pas trop embêtant ce soir, mais il faut absolument rythmer cette réunion et respecter certaines règles. On va vous proposer des thèmes généraux. Ça va être de la discussion libre, thème par thème. À un moment donné, on changera de thème. Il n'est pas question ce soir de basculer dans du constat qu'on connaît tous bien. On doit tous être obnubilés par les 20 propositions qu'on fera à la fin sur les thèmes qu'on aborde ce soir. Donc l'idée, c'est qu'on va passer en revue différents thèmes. Vous prendrez la parole en vous exprimant. Alors il y a des choses qu'on connaît tous et qui sont probablement tous déjà validées dans nos striatomes, mais on va quand même les réévoquer ce soir. Ce serait une manière pour nous, pour vous, de montrer à l'exécutif fraîchement renouvelé au niveau de la santé qu'il y a des forces vives qui réfléchissent et il n'est pas question de les laisser partir dans des directions qui ne sont pas les bonnes pour vous et pour les patients. Voilà comment on va faire. Donc je suis entouré de mes 3 camarades parce que ils vont modérer avec moi. Je remercie les personnalités qui nous ont fait l'amitié de venir, notamment Philippe Amouyel qui a... C'est Violette Spielboot qui vous a un peu envoyé, voilà, donc représentant de Violette Spielboot. Nous attendons Yannick Noder qui ne va pas tarder, Vincent Legroux, je crois, est parti le chercher, député républicain de l'Isère spécialisé sur les questions de santé. Et je remercie Jean-Philippe Platel qui représente le Conseil de l'Ordre. Plus que jamais, l'Ordre des médecins a, je crois, une position qui va grandir et une importance. On a besoin de vous. Et les médecins, je crois, ont vraiment besoin de sentir l'Ordre à leur côté, ce qui est le cas. Et vraiment, je vous remercie pour votre présence.
Voilà, je ne vais pas me noyer dans les remerciements, sinon on va y passer la soirée. Mais merci à tous d'être là ce soir. Je propose de commencer le grand... Alors, je voulais vous proposer, peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, de faire... Qui a regardé Télématin ce matin, par exemple? On continue. Bon. Bah, Télématin, c'est bien. C'était bien. C'était pour moi un travail pratique de tout ce qu'il ne faut pas dire aujourd'hui quand on est ministre de la Santé. Voilà, c'est tout faux. Voilà, tout faux. Voilà, à tel point que je me suis dit, bah, tiens, la santé a aussi son moment Oudéa Castéra, de bourde. Et Dieu sait qu'on n'est pas là pour stigmatiser du tout. Frédéric Valtou, je l'ai rencontré plusieurs fois, c'est un homme charmant. Mais voilà, le contenu de son interview ce matin, que ce soit pour les infirmiers libéraux, que ce soit pour les médecins généralistes, est absolument inquiétant. Je voulais aussi savoir si vous vouliez faire un état des lieux, peut-être toi, Guillaume, un état des lieux des négociations en ce moment, peut-être en introduction de ce qui se passe à la CNAM, les négociations avec la CNAM, où tu juges que ce n'est pas nécessaire, et on démarre d'emblée sur l'attractivité. Tu veux dire un petit mot peut-être ? Bonsoir à tous, merci à tous les soignants, merci aux médecins ici présents. Alors, que dire de la convention actuelle ? C'est une convention dont le Sénat a jugé qu'elle a été sans ambition. Je vous confirme, l'ambition n'y est pas. On propose aux médecins généralistes une constatation à 30 €, certes, mais sous condition de travailler plus. On ne travaille pas assez, on ne travaille que 55 heures par semaine. De participer plus à la permanence de soins ambulatoires. Bon, ne participe pas assez à la permanence de soins ambulatoires. 95% de la permanence de soins ambulatoires est pourvue soir et week-end. Et encore, ces conditions, en plus de ça, nous avons un calendrier que nous ne connaissons pas. Aujourd'hui, ce n'est pas une revalorisation, qu'on soit très clair sur les termes. 30 €, ce n'est qu'un rattrapage de l'inflation, considérant la constatation à 20 € en 2000 et 25 € en 2016. Donc finalement, c'est une convention, oui, mais qui n'a pas de réelle ambition. Surtout, c'est une convention qui laisse une large place à la pertinence. Pour la CNAM, la pertinence est un doux mot qui veut dire sans doute efficience, ou plus encore déprescription. Nous prescrivons trop de soins infirmiers, nous prescrivons trop de bilans biologiques, nous prescrivons trop de médicaments, nous prescrivons trop d'indemnités journalières. Et certains d'entre nous ont malheureusement eu la chance d'être sous MSO, MSAP pour cela. Et nous prescrivons également trop de bons de transport. Bref, qu'est-ce qui est remis en cause dans cette convention finalement ? À mon sens, cette convention vient de plus en plus en contrainte, vient de plus en plus s'opposer à notre code de déontologie. Notre code de déontologie, c'est quoi ? C'est la qualité des soins, c'est l'obligation de moyens, c'est le temps passé pour le patient. Et aujourd'hui, on remet tout ça en cause, sur l'autel de l'accès en soins, du rendement, et également surtout des restrictions budgétaires. Donc cette convention, très clairement, mais je ne connais pas un syndicat digne de ce nom qui puisse la signer aujourd'hui. Merci à tous. Bon, donc manifestement, tu viens de justifier la tenue de cette réunion. Il faut absolument arriver avec des contre-propositions que Médecins pour demain porte, que l'UFML porte aussi, que de nombreux syndicats portent. Et donc, ça justifie qu'on soit là ce soir. Je vous propose qu'on ouvre un peu les débats, les discussions sur les sujets d'attractivité. C'est très large, mais c'est fait exprès. J'aimerais savoir pour vous, aujourd'hui, ce qui est fondamental sur le sujet attractivité. Et j'aimerais savoir ce que vous aimeriez lire comme projet d'application d'un gouvernement sur le sujet attractivité, les conditions de travail, la rémunération, la fiscalité, c'est aussi la surcharge administrative. Voilà. Alors, il y a des micros normalement dans la salle qui sont derrière. Est-ce que vous vous lancez librement, hein ? Moi, je veux bien qu'on commence sur le montant de la consultation, mais je trouve que ce peut être sympa de commencer sur autre chose. Pardon ? Comme vous voulez. Alors, il y a la rémunération, effectivement, c'est le premier. Alors, attention, je vais être chiant. Pardon ? Proposition. Hein. Proposition, majoration, comme en Europe, comme la moyenne européenne. Ok, donc on attaque même le les 30 balles, c'est pas assez. Ce soir, est-ce que tout le monde a un peu... Donc, Médecins pour demain, l'UFML aussi, porte un montant de rémunération de consultation à 50 €. Hein. Ouais. C'est toujours... Ça n'a pas bougé, ça, dans les discussions, dans les... Au-delà de la rémunération, il faut se poser la question de comment financer cette majoration réellement. On est dans un pays qui a 3 000 milliards de dettes. On est dans un pays où les intérêts de la dette représentent l'intégralité de l'imposition sur le revenu. C'est absolument hallucinant. On est dans un pays où notre ministère de l'économie, Bercy, peut emprunter sur les marchés plus de 200 milliards d'euros par an à un taux qui dépasse 1,5. C'est aussi hallucinant. Juste pour tenir virtuellement le niveau de vie des Français. Donc comment on le finance ? À mon sens, il y a deux énormes viviers en France. Il faut savoir...
Il faut Mutuelle. savoir que l'ensemble du coût de la médecine générale française, c'est 11 milliards d'euros. L'ensemble du spécialiste hors médecine générale est de 14 milliards d'euros. L'ensemble en fait, de ce coût est de 25 milliards d'euros. Donnez-moi en milliards d'euros le coût global de gestion des mutuelles et de la CNAM aujourd'hui en France. J'ai entendu 17 milliards, c'est très proche. Nous sommes à 16 milliards d'euros de coût de gestion des mutuelles et de la CNAM en France. C'est absolument hallucinant. Le coût dépasse largement le coût global de la médecine générale en France. Monsieur Fatom s'est évertué à rappeler sur Twitter qu'il avait une équipe de limiers de 80 000 salariés de la CNAM. 80 000, il y a plus de salariés à la CNAM que de médecins généralistes en France hors exercice particulier. Nous ne sommes que 52 000. Donc le vrai vivier français, c'est la suradministration. Le coût de la suradministration en France est absolument hallucinant. Nous devons vraiment réduire ce coût de 16 milliards à beaucoup moins. Pour vous donner un exemple simple, les mutuelles ont un coût de gestion de l'ordre de 10 à 20%. Quand vous donnez 100 euros à une mutuelle, 50-60 euros vont aux soins, 10 à 20% vont au coût de gestion. Je leur laisse le bénéfice du doute pour le reste. Ouais. Le coût de gestion de la CARF, notre caisse de retraite, est de 2%. Entre 10 et 20% et 2%, il y a vraiment de quoi faire. Ensuite, le vrai problème est l'hôpital. L'hôpital, en fait, souffre également, comme la médecine de ville, d'une suradministration patente. L'OCDE a bien démontré que 30% du budget hospitalier n'est pas lié aux soins. 30% du budget de l'hospitalier va aux non-soins. Donc à l'administration ou à ce qui ressemble à de l'administration. 30%, sachant que la consommation de soins et biens médicaux, c'est 90 milliards d'euros en France pour l'hôpital. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 25 milliards vont à l'hôpital pour l'administration. Vous ajoutez 25 milliards à l'hôpital pour l'administration, 16 milliards de coûts de gestion de la CNAM et des mutuelles, nous arrivons à des sommes faramineuses, plus de 40 milliards d'euros de gestion. Là, c'est le premier vivier. Le deuxième vivier, c'est les mutuelles. Véritablement, les mutuelles font des milliards de chiffres d'affaires, font des milliards de bénéfices. Elles sont tout à fait capables, financièrement parlant, de soutenir la réouverture au secteur 2 pour tous. Donc nous demandons deux choses à l'UFML, très simplement. La réouverture du secteur 2 pour tous les médecins en exercice, et également la diminution du poids administratif, parce qu'au-delà du coût de l'administration, ça entraîne des lenteurs, parce que l'administration, en fait, est de plus en plus opulente, et justifie son existence à travers toujours plus de protocoles, de procédures, de contraintes, de contrôles, et ça, on n'en veut plus. On veut que la France soit réellement un pays de force vive, et pas un pays suradministré. Très bien. Alors, donc, quelle est la proposition ? On demande à la Cour des comptes d'aller faire une enquête sur la CNAM. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut qu'on arrive en disant, voilà, on demande un audit de la CNAM. Comment ça s'appelle ? Alors je proposerais, comme la CNAM s'est fait plaisir, on va dire, en mettant bon nombre de médecins en MSO, MSAP, je pense qu'on pourrait mettre sous objectif la CNAM pour qu'elle diminue le coût global de ses frais de gestion qui sont quand même relativement élevés comme les mutuelles. Il pourrait y avoir un droit de regard de la Cour de compte sur ce que coûte réellement la CNAM. Pourquoi les mutuelles prennent à 10 à 20% de frais de gestion ? C'est absolument colossal quand même, on peut bien le dire. Et surtout, la réouverture du secteur 2 pour tous pourrait être une petite ligne écrite dans la convention actuelle et ça permettrait, comme en 1980, que chaque médecin, année après année, puisse avoir accès au secteur 2. Secteur 2 qui a été fermé en 1990, lors, il me semble, de mémoire de la 5e convention. Fermé en 90, pourquoi ? Parce qu'en fait, l'État est omnubilé par la diminution du reste à charge aux patients, ayant peur que les mutuelles n'augmentaient trop si le secteur 2 était ouvert à tous. Or, le secteur 2 a été fermé à tous, ou presque, mais les mutuelles ont continué à augmenter. Donc, secteur 2 pour tous, c'est très simple, ça s'écrit dans la Convention, ça se signe, et je pense que l'État, même si la CNAM est une assurance de droit privé avec un mandat de service public, a un droit de regard sur l'argent des Français et un droit de ces milliards d'euros. Bon, ça c'est clair. Alors, donc, est-ce que CFE-CGC soutient ça ? Parfait. Vas-y. Ouais, alors. Ouais, donc moi, voilà, médecin, je suis médecin généraliste CFE-CGC. Moi, je suis
une particularité, je suis médecin généraliste, mais dans un centre de santé, et donc je suis un médecin salarié. Les deux tiers de mes patients ne le savent pas. C'est complètement transparent pour eux. Ils viennent, il y a un cabinet médical, il y a le médecin, tout ça. Moi, il y a 20 ans que je suis là, je suis arrivé, il y avait un remplacement de 15 jours, et le médecin n'est jamais revenu, donc je suis resté là. Je suis resté là pourquoi ? Parce que dans ce centre de santé, j'avais déjà le secrétariat qui était là, qui était pris en charge, qui m'a allégé, qui m'a donné du temps médical supplémentaire. Et ça, clairement, c'est un point hyper important qu'on a comme avantage par rapport aux médecines généralistes classiques, médecin libéral. C'est vraiment cette administration, cette décharge de tout ce qui est comptabilité. Oui. Alors le modèle économique, bonne question. Modèle économique, alors on a eu justement dernièrement, il y a quelques mois, il y a 5-6 mois, on a eu l'IGAS qui est venu faire un contrôle, une enquête de l'IGAS sur les centres de santé. Donc ils sont venus dans mon cabinet justement pour évaluer un petit peu ça. Ils sont venus de Paris pour voir modèle économique. Modèle économique, on a du mal à être à l'équilibre pour l'instant, on tend vers l'équilibre. La Sécu tolère une marge de déficit de à peu près 10% sur nos centres. Et donc ça permet donc ces centres. On a la secrétaire qui est payée par le centre de santé. Et on a la structure, on a la comptabilité, donc la comptabilité, l'informatique, tout ça. On a un support informatique. Pour nous, c'est extrêmement, ça nous soulage extrêmement. Ça nous donne beaucoup de temps médical supplémentaire. Et c'est pour ça que l'IGAS s'y intéresse un petit peu, parce que ça, c'est des choses qui attirent les jeunes médecins. Moi, je pense que vraiment, il y a un problème d'attractivité, parce que c'est pas du tout intéressant pour les jeunes médecins de venir installer sa plaque, de visser sa plaque, se retrouver tout seul, ou même en groupe, en 2-3. Là, c'est vraiment des centres qui sont déjà prêts. Tout le monde les attend, l'informatique qui tourne, la secrétaire elle tourne, vous avez un salaire qui est quand même dépendant de votre activité. C'est ça aussi qui tend les centres vers l'équilibre, c'est qu'on a quand même un salaire d'une année sur l'autre qui est lié à notre activité. Si on avait eu un salaire fixe, tous les médecins ils voient 12 personnes par jour et puis ils s'en vont. Donc d'une année sur l'autre, on est intéressé, notre salaire fixe augmente ou baisse par rapport à notre activité, ce qui tend quand même les médecins à travailler, et ça génère quand même du pécule pour ce centre de santé. Donc, alors, il n'est pas financé uniquement par les consultations. On commence à avoir des aides des régions. Ça a été très très compliqué à avoir. Au début, on était vraiment payé que par les consultations. On est des centres de santé. Mais clairement, je pense vraiment que c'est quelque chose qui est vraiment primordial, qu'on doit pouvoir proposer aux médecins généralistes, cet appui d'un secrétariat physique qui va gérer l'afflux de patients, la comptabilité, la gestion de plein de choses. Ça libère du temps médical, c'est vraiment quelque chose d'absolument important. C'est pour ça que le cœur, c'est la revalorisation. Alors, attendez. Alors, juste, je suis le chiant de la soirée. Proposition. Dans ces cas-là, ici, proposition. attends, parce que toi, tu as dit un truc, moi, j'avais pas compris ça. Tout le monde ici demande la réouverture du secteur 2 ? Oui. Ah, bon, scribe, on a un scribe. Hein. Participation des mutuelles. Comment, monsieur Amouyel, comment on appelle les mutuelles pour leur dire c'est fini maintenant, il va falloir faire autrement, toi aussi, mutuelle. Comment ça s'appelle, ça ? C'est quoi ? C'est une loi ? Il faut légiférer ? C'est quoi ? C'est les entreprises privées. Donc c'est quand même pas simple de... Tu sais comment faire ? Ils sont forts à mettre ça de demain. Alors, en 1980, le gouvernement a réussi. En 1980, le secteur 2 a été ouvert pour tous. Parce qu'en 1980,
Le gouvernement a bien compris que l'état financier de la France ne permettait plus de se habiliser le soin suffisamment en raison de l'inflation. Donc les mutuelles ont été mises à contribution. Si on a pu les mettre une fois à contribution, s'il a fallu une convention pour fermer ce secteur 2, ce secteur 2 existe encore pour les médecins assistants, PH temps plein, 2 ans, etc., c'est que la voie législative est possible. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Ok, donc finalement, je ne m'attendais pas à ça, mais on a ouvert un chapitre économie de la santé, finalement, parce qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut savoir où est l'argent, et là, on liste en tout cas des vraies pistes. Alors, je peux me permettre une petite aparté sur les centres de santé salariés. Les centres de santé salariés, certains nous ont fait la démonstration de ce que devait être vraiment l'acte en médecine générale. Certains centres de santé salariés sont à l'équilibre, entre guillemets, subventionnés avec un acte de médecine générale qui est rapporté au nombre d'actes réalisés versus le coût global des charges et autres à 69 € l'acte. Nous avons tout récemment un article avec la Mutualité française qui évoque un licenciement économique de médecins parce qu'en fait, elle se retrouve avec une structure en dette de 1,5 million d'euros par an. Elle parle licencier économiquement des médecins. C'est absolument hallucinant. Et pourtant, elle bénéficie de subventions, d'aides, de fonds FIR, qui sont difficilement traçables. Donc là, on peut vraiment se poser la question, mais qu'est-ce que l'on veut comme médecine pour demain ? Est-ce que l'on veut des subventions et des ROSP et autres qui feront que les médecins toucheront l'équivalent de la PAC pour les agriculteurs, ou est-ce que l'on veut vivre réellement de notre travail et être valorisé réellement à la hauteur de notre travail et à notre valeur ? C'est ça la vraie question. Parce que finalement, les subventions, les aides, mais dépendront toujours de l'État. Quand il y aura un peu d'argent, quand ce sera le moment, quand politiquement parlant ce sera légitime, quand il n'y aura pas d'autres crises à gérer, mais vous les toucherez vos subventions. Mais sinon, mais vous ne les aurez pas. Et contrairement à d'autres centres de santé ou à beaucoup d'hôpitaux dont finalement, on va dire, la dette est un modèle économique, mais nos centres à nous, qui sont des centres privés, mais tomberaient aujourd'hui à 26,50 €, bon nombre de médecins libéraux ont des structures économiques, sont de petits entrepreneurs qui sont vraiment en tension financièrement. Et ça, c'est absolument ahurissant. On ne peut pas, en France, considérer qu'un médecin généraliste, après 10 ans d'études, ne puisse pas payer ses charges, alors qu'on voit environ 30 patients par jour en moyenne. Ce n'est pas décent. Nous sommes notoirement sous-évalués, nous sommes notoirement dévalorisés. Et c'est une vision très colbertiste de la santé qui est que finalement, un acte misérable est la meilleure garantie contre la paresse. C'est-à-dire que l'État veut que nous voyions toujours plus de patients. Mais en même temps, il dit que nous sommes consuméristes et que nous voyons trop de patients. Il faut savoir ce que l'on veut. L'État aimerait que nous soignions mieux, que nous fassions plus de prévention. Mais en même temps, on dit, mais prenez encore plus de patients en file active et en patientèle médecin traitant. L'État aimerait que nous gérions des patients complexes en lui disant, mais oui, mais il faut que vous alliez déprescrire. Ces injonctions paradoxales sont vraiment exaspérantes. À un moment donné, il faut se donner les moyens à l'auteur de ses ambitions. Aujourd'hui, l'État a de grandes ambitions et nous fait payer le prix parce que nous n'avons plus les moyens d'exercer réellement la médecine telle que nous le souhaitons. Ok. Bon. Donc, secteur 2, on sait où est l'argent, voilà. Et alors dans tout ça, tu l'as effleuré, les forfaits disparaissent complètement. Ce soir, on demande la suppression totale des forfaits. Ça, ça j'aime bien. Alors c'est très clair et c'est vraiment ce qui a fait... Nous avons eu un focus avec M. Zaccarini, qui était directeur délégué de la CNAM, qui a passé la moitié du focus à se tenir la tête comme ça. C'était très compliqué pour lui, ce focus. Très clairement, tous les syndicats réunis, quels qu'ils soient, UFML, SML, CSMF, MG France et Avenir SP le bloc, dans une moindre proportion, puisqu'ils sont moins touchés par les forfaits, on réclame la fin du ROSP clinique. Le ROSP clinique a énormément, en fait, finalement, d'écueils, a énormément de biais. Il y a un biais de prescripteur. Il y a un biais parce qu'il n'évalue pas l'acte réel, il n'évalue que la cotation de l'acte. C'est absolument aberrant. Et il y a un troisième biais, qui est le biais majeur, qui est finalement ce plafond de verre. C'est-à-dire vous pouvez être le meilleur médecin du monde, vous pouvez être le meilleur médecin du monde pour la CNAM, faire tout ce qu'ils veulent. Vous allez forcément vous confronter au mur de réalité qui est la compliance des patients. Les patients, s'ils ne veulent pas faire un examen, ils ne le feront pas. Et s'ils ne le font pas, vous serez dévalué parce que le patient n'a pas fait un examen. Ce n'est pas décent de juger de la qualité des soins, de juger de la qualité d'exercice d'un médecin sur la réalisation ou non d'un examen par un patient. Donc pour ça, tous les syndicats réunis, nous réclamons la fin du ROSP clinique. On a eu le malheur de voir lors de la dernière convention que le forfait patientèle médecin traitant se transformait en forfait médecin traitant ou la CNAM, dans une vision particulièrement
originale, a réintégré au forfait médecin traitant le ROSP clinique. Et ça, nous n'en voulons pas, très clairement. Il y a une partie du ROSP clinique qui a disparu, ils l'ont fait disparaître, mais ils l'ont réintégré au forfait patientiel médecin traitant. Et ça, clairement, nous n'en voulons pas. D'accord. Plus les minutes passent, plus je sens qu'on s'éloigne vraiment de la ligne actuelle, hein, de l'exécutif. Oui. Bien sûr, vous pouvez apporter le micro. On essaye de rester sur de la proposition. Oui, bien sûr. Alors moi, je voulais revenir un petit peu sur la gestion de l'argent, finalement, au niveau des mutuelles et aussi de la sécurité sociale. Le président Macron a dit à un moment donné, en fait, on fait trop d'actes inutiles. Je suis désolé, mais je ne suis pas forcément en désaccord avec lui. Quand on me sollicite pour un bon de transport, pour une prestation d'orthophonie, pour un certificat d'absence scolaire, oui, c'est inutile. Mais vous facturez ces actes. Et vous avez raison, parce qu'on est facturé à l'acte. Voilà, donc on cote, c'est normal. Donc moi, je pense qu'il faut supprimer ces actes inutiles, voilà, pour pouvoir en fait gérer mieux notre temps, avoir plus de temps pour faire des choses utiles, voilà, et du coup revaloriser la consultation par rapport à ces actes vraiment utiles. Ça coûterait effectivement de l'argent d'un côté, mais on en récupérait aussi de l'autre. Donc, d'accord, quand tu dis, quand tu dis supprimer les actes, on demande à d'autres de les faire. Ou non, tu penses qu'il faut les supprimer complètement? Les supprimer. Les supprimer. Donc on va donner une liste d'actes à supprimer. Pour que ce soit très clair, il y a déjà une liste d'actes ou de certificats qui ne sont pas essentiels, qui sont accessoires. Et d'ailleurs, le Conseil départemental de l'Ordre du Nord a mis en place avec un jeune thésard un moyen assez simple. C'est-à-dire lorsque vous recevez un certificat qui vous semble inutile, merci. Lorsque vous recevez un certificat qui vous semble inutile, vous l'adressez au CDO 59. Si le juge réellement inutile, considérant le code de déontologie et l'exercice actuel, il enverra un courrier lui-même au requérant. Et donc cet acte inutile va disparaître. Le but du jeu, c'est clairement quand on est médecin, ce qu'on veut, ce sont des contenus de constatation qualitatifs. On veut faire de la médecine. Nous ne sommes pas des médecins qui sommes là pour faire de l'administratif. Nous ne sommes pas des secrétaires médicales, quelle que soit leur grande qualité et leur utilité aujourd'hui. Ça, c'est réel. Ensuite, pour les... Entre supprimer et autoriser que d'autres fassent. Tu vois, c'est pas le même Alors, message. énormément d'actes administratifs sont clairement à supprimer bonnement et simplement. Ça fait à notre biais. Alors, par contre, pour les bons de transport, la prestation médicale de bons de transport, le certificat médical de transport, la version 6 du CERFA dit très clairement que c'est le service qui convoque, ou le médecin qui convoque, qui fait le certificat médical de bon de transport. Très clairement. En pratique, moi je l'imprime et je demande au service requérant, au médecin au médecin de le faire lui-même. Et très clairement, le fait de le faire, vous serez revalorisé. Parce qu'en fait, dans l'attractivité, il y a deux choses. Il y a certes la révélation financière, mais il y a aussi la confiance et la valeur qu'on s'accorde à nous-mêmes. Revaloriser le contenu de notre acte médical, ce sera réellement être mieux considéré par la population, également par les politiques. Certains politiques nous voient comme des gras de papier, comme des médecins qui ne sont bons qu'à faire des renouvellements d'ordonnances. C'est absolument aberrant. Nous réévaluons nos patients. Nous ne faisons pas de renouvellement d'ordonnances bêtement et simplement. Guillaume, alors je vais faire... voilà, moi je suis Monsieur Fatome. Ce soir... Ça marche ce truc-là, Ludo? Ok. Quand même, dans la convention qu'on vous propose, attention, je dois me concentrer, si vous envoyez un patient à un spécialiste ou un collègue fléché, vous, ça vous donne 10 €. Lui, il l'accepte tout de suite. Il y a aussi un forfait spécial. Et il y a encore un forfait pour le médecin. Est-ce que tu vois de quoi je parle? C'est des sortes de... Vous voyez de quoi je parle? Ça, c'est dans la nouvelle convention. Je trouvais l'idée pas complètement idiote. Alors, ça, en fait, ça oblige l'interlocuteur à vite prendre le malade. Non, ça existe déjà. C'est-à-dire que ça existe déjà. Nous avons déjà une majoration de mémoire de 10 € quand le spécialiste voit le patient dans les 48 heures. C'est ça. Ou 5 €. En tout cas, une majoration de 5 € qui allait peut-être monter à 10 quand vous voyez le médecin, le spécialiste dans les 48 heures. Quelque part, très clairement, c'est réalisable, mais dans ces cas-là, on prend notre téléphone, on prend le temps d'expliquer au spécialiste pourquoi il y a une réelle urgence, pourquoi nous n'adressons pas le patient à l'hôpital et pourquoi nous l'adressons directement à lui. Ça nous prend réellement du temps. Ce temps médical, il est logique, effectivement, qu'il soit rémunéré. Ça en garde. Mais ça en garde, bien sûr. Mais au-delà de ça... Nouveau, en fait. Mais c'est pas nouveau du tout. Hein. Non, ce n'est pas nouveau. Hein. Tout comme on pourra reparler également d'attractivité à l'installation. Ce n'est pas nouveau du tout. Hein. Ils augmentent le forfait médecin traitant, mais ils arrêtent et ils mettent fin au CIM et au COSCOM. Ils augmentent un forfait médecin traitant qui va majorer finalement le forfait de 5 à 10 000 €, mais ils arrêtent l'aide de 50 000 €. Voilà, vous avez tout compris. Quelque part, ils arrêtent l'aide la plus intéressante
dont les médecins ne bénéficiaient pas. Pourquoi ? Parce que les délégués de l'assurance maladie ne les en informaient pas. Et ils vous font, semble-t-il, un cadeau, mais qui n'en est pas un, parce qu'ils vont récupérer de l'argent sur une aide qui était plus intéressante et qu'ils vont supprimer. Vas-y, Laurent. Une petite remarque supplémentaire, ce que tu disais, on avait été manifesté donc devant le ministère pour le CA50, tout ça. À la fin, il y a Monsieur Braun qui était descendu nous voir et qui expliquait à une médecin qui en pouvait plus, qui devait faire 40 actes par jour. Elle dit j'en peux plus de faire 40 actes par jour. Pourquoi on fait 40 actes par jour ? Parce que aussi l'acte à ce moment-là valait 25 €, donc il fallait bien faire multiplier malheureusement ces actes. Monsieur Braun, il disait, c'est pas grave, nous, on va vous en enlever sur les 40, on va vous en enlever 20, vous inquiétez pas, vous n'en aurez plus que 20. Mais à aucun moment, on ne peut pas enlever comme ça la moitié des actes sans revaloriser les actes qui restent. Ça ne peut pas fonctionner. Et lui, vraiment, il n'était pas du tout, il dit, ouais, on délègue, on vous enlève la moitié des actes, mais c'est pas suffisant. À titre personnel, moi qui suis absolument pas médecin généraliste, l'histoire des grosses consultations et des consultations faciles, c'est un concept, ça, de gens qui n'y connaissent rien. Puisque la consultation, entre guillemets, facile, c'est parfois en fait une fausse consultation facile, parfois un motif futile qui ouvre un autre champ derrière. Et puis parfois, c'est aussi une consultation qui permet de ventiler une journée en anesthésie, par exemple. Quand on a un patient qu'on appelle ASA1 sans complications qui vient pour une fibrocoloscopie, on est content que, que ça arrive après un patient qui doit être opéré d'un cancer de la vessie. Donc on ne doit pas trop laisser faire ça aussi. J'ai une petite proposition. Ce qui me donne juste envie de gerber, c'est l'idée qu'on soit corporatiste. Parce que ça me donne vraiment envie de gerber. Je ne suis pas corporatiste. Par contre, je ne veux pas déléguer du temps médical. Je veux déléguer du temps administratif et pouvoir me payer une secrétaire. Je n'ai pas besoin d'assistante médicale. D'ailleurs, je ne peux pas le mettre dans mon local qui est trop petit pour pouvoir en mettre une. Donc c'est la transition vers ce sujet-là, j'accepte. Est-ce que, grosso modo... Je voulais revenir sur le fait qu'on ait le choix entre salariés si on veut, mais c'est pas rentable. Enfin, le système, on sait qu'il est moins bon. Désolée, mais c'est vrai. Et moi, je suis jeune, enfin, pas encore trop vieille, et je travaille seule et je veux pas aller en centre de santé. Merde. Toi qui es jeune et qui es seule, tu veux être dans un système qui te permet de bien travailler, de bien vivre. Je pense que tu es le modèle à défendre, entre guillemets. Je ne dis pas que les plus vieux ne nous intéressent pas, mais la relève, c'est plutôt ton profil. Et donc, on a tout à fait intérêt quand même à définir un cadre d'exercice qui satisfera les plus jeunes. Est-ce que Guillaume... Attends, juste pour ce que tu sais, moi, je suis le scolaire. La consultation, on en a parlé. Les forfaits, on en a parlé. Non. Petite proposition qui rejoint les consultations. Je pense qu'on devient plutôt polyvalent en médecine générale. Et on est Oui, allumé. Je peux chanter. Non, et du coup, on est plutôt polyvalent. Et moi, je sais que je fais beaucoup d'actes différents. Je ne fais pas que des consultations simples ou complexes. Je fais des infiltrations, je fais même un petit peu d'échographie, des choses comme ça. Et en fait, les actes sont même pas revalorisés. Et donc, du coup, je peux comprendre que certains médecins généralistes ne fassent que des consultations, on va dire, simples et plus d'actes techniques, plus d'échographie, plus d'infiltration, parce que c'est des actes qui ne sont pas du tout revalorisés. On parle de la consultation du G, mais en fait, il y a tous les petits actes à côté qui ne sont pas du tout revalorisés et qui ne motivent pas, nous, à avoir une activité pluridisciplinaire. Et du coup, Alors, je te rassure, en fait, on a fait un peu comme les politiques, les propositions sont déjà faites. Non, enfin, je rigole, on a déjà une trame. Et ce que tu viens d'expliquer, c'est valoriser l'exercice de médecine générale et l'expertise clinique. Et effectivement, comme à l'hôpital, quand on est diplômé d'hygiène ou spécialisé en douleur et qu'on peut aspirer peut-être à une activité supplémentaire, parfois une rémunération supplémentaire, je pense que il faut absolument développer ça. Est-ce qu'on peut faire la transition vers, toujours dans le chapitre attractivité, les assistants et plus globalement, finalement, la suradministration ou l'allègement des surcharges administratives? Tu en as parlé un petit peu. Alors, il faut trancher la question des assistants médicaux. Je suis Thomas Fatome, quand même, je ne comprends pas. Pendant 2 ans, vous allez toucher 35 000 € ou 37. Oui, c'est vrai, dans 3 ans, ça passe à 20 000 € l'aide par an des assistants médicaux. Mais bon, pendant 2 ans, elle t'aura montré qu'elle sait faire, il ou elle sait faire des ECG, des EFR. Tu auras augmenté ton chiffre. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Frédéric Pain. Par rapport aux assistants médicaux, moi, je m'accroche beaucoup avec mon directeur de CPM là-dessus, parce qu'effectivement, on a des assistants, mais en fait, vous avez trop de travail, c'est pas grave, vous prenez des assistants, ils vont faire le boulot. Mais déjà, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure.
avant d'embaucher des gens, il faut peut-être qu'on supprime effectivement tout ce qui est inutile, parce que là, on est en train de nous dire, on fait des trucs inutiles, on va embaucher des gens pour faire des trucs inutiles. Déjà, première des choses, c'est on supprime tout ce qui est inutile, après on voit ce qui reste comme travail. Bon, peut-être qu'il y aura, malgré tout ça, il y aura sûrement encore besoin d'avoir des assistants médicaux, mais c'est pareil, je suis d'accord, c'est pour déléguer du travail administratif, pas pour déléguer du travail médical. Sur l'histoire des aides, c'est un vrai problème, parce que déjà, on en revient toujours au même problème, il faut qu'on soit revalorisé pour qu'on puisse nous-mêmes subventionner cet emploi-là de manière pérenne. Si on est revalorisé, on va le subventionner de manière pérenne. Là, les aides, c'est décroissant, c'est soumis à conditions, et en fait, moi, sans cesse, je demande à mon directeur de CPM, qu'est-ce qui se passe au bout des 3 ans? Et ensuite, et si jamais le gouvernement change? Et si la politique... Les aides sont pérennes. Je lui dis d'accord, alors, les aides sont pérennes, donc ça veut dire que c'est de manière indéfinie. Il m'a dit, texto, en public, les aides sont pérennes, mais pas indéfiniment. Donc voilà. Donc une fois que les gars, ils ont dit ça, c'est bon, c'est terminé. Donc le truc n'est pas du tout clair au niveau de la CNAM. Donc il faut les assistants peut-être, mais il faut qu'on puisse les embaucher nous-mêmes de manière... voilà. Je vais compléter sur les assistants médicaux. Oui, tout à fait. Et je suis d'accord avec toi sur ce secrétariat qui est extrêmement important. Il faut savoir qu'en France, un médecin généraliste a la capacité d'employer 0,2 équivalent ETP, quand en Allemagne, il peut employer jusqu'à 3 équivalents ETP. Ce qu'on oublie trop souvent en tant que médecin, c'est que de la première minute du premier jour de la semaine à la dernière minute du dernier jour de la semaine, nous avons des patients en face de nous. Nous remettons en cause notre responsabilité médico-légale. Il faut que nous soyons aussi bons, aussi alerte de la première à la dernière minute. Ça, c'est une réalité. Les assistants médicaux sont nés comment? Sont nés en 2016, de la Convention de 2016, et c'est le directeur général Revel de l'époque qui a créé les assistants médicaux avec une volonté qui était simple et claire. Grâce aux assistants médicaux, vous verrez un patient tous les 10 minutes. Les assistants médicaux étaient simplement associés à une volonté de rendement de la CNAM. Aujourd'hui, même si le modèle économique est un peu meilleur, même s'ils subventionnent un peu plus, les subventions ne seront jamais pérennes, sont forcément décroissantes. Moi, ils m'ont proposé d'avoir un assistant médicaux avec une file active à plus de 4000 et un forfait patientèle médecin, enfin un nombre de patients médecins traitants, puisque j'en ai 1800, à pas loin de 2000. C'est absolument aberrant. C'est remettre en cause, encore une fois, la qualité des soins, la pertinence des soins, l'obligation de moyens versus l'accès aux soins, surtout le rendement et la quantité de soins. Donc les assistants médicaux, clairement, dans la vision de la CNAM, c'est très simple, c'est que ça va augmenter le rendement des médecins. Ce qu'ils veulent, constamment ce qu'ils défendent, ce n'est pas tant la qualité des soins, mais constamment la quantité de soins. Ils veulent un médecin qui fasse du rendement pur et dur. Ça devient de l'abattage médical. Donc nous voulons la fin des assistants médicaux. Oui, d'accord, ok. Juste une dernière question pour qu'on soit... Donc c'est une idée de technocrate, ça. Enfin, désolé si des gens se sentent technocrates, c'est pas... Mais ça fait très technocrate. Bon. Considérer qu'on peut faire une médecine de qualité, 55 heures par semaine, à raison de 6 patients par heure, compter, c'est impossible. Donc c'est clairement une idée, administrative. Dernière pour être sûr de plomber le sujet des assistants médicaux, que là, on l'emballe. Bah ouais, mais vous réclamez une consultation plus élevée parce que vous dites que vous allez embaucher des secrétaires. Ah bon. Bon alors, je m'adresse à ceux qui disent on va embaucher une secrétaire. J'ai aucun moyen de vérifier que vous allez vraiment le faire. Tu vois, comment on peut répondre à ce truc-là? Parce que, non mais, qu'on se comprenne bien. Non mais, qu'on se comprenne bien. Je pense, à titre personnel, sans être médecin généraliste, que le montant de la consultation doit être augmenté, même si on ne veut pas embaucher de secrétaire. On est bien d'accord. Mais c'est quand même un élément de langage qui revient souvent chez Médecins pour demain, dans l'UFML, partout, pour essayer un petit peu de justifier l'augmentation de ce montant de consultation. Donc comment on se dépatouille de cette idée-là? Parce que, vous voyez ce que je veux dire? En fait, on n'est pas des enfants, on n'a pas besoin d'avoir d'objectifs sur ce genre de choses. Je pense qu'on sait... Voilà, c'est ça. En politique de santé. On saura le faire. Enfin, je veux dire, on ne nous a pas demandé d'être là pour le Covid et on a été là. On ne nous a pas demandé d'être là pour la vaccination et on a été là. Effectivement, comme dirait c'est Valtou qui dit qu'on n'a pas de sens du service public. Ben non, on n'est pas fonctionnaire en fait. Mais par contre, on a un engagement pour nos patients et on saura mettre en le sens de l'intérêt général. Le sujet est clos, je pense, sur les assistants médicaux. J'en profite pour accueillir Yannick Noder qui nous fait l'amitié de se déplacer parce qu'il vient de l'Isère, il était peut-être à Paris, mais les Lillois qui sont à Paris, ils ne sont pas là ce soir,
c'est pas une dédicace pour Madame Spielwood. Yannick, un petit mot sur les assistants médicaux. Ne nous dites pas que les Républicains ils défendent ça, hein, parce que là, ça va pas le faire. Votre avis, Yannick Noder est cardiologue. Votre avis de médecin sur le sujet. Non, mais si ça vous dit, non, mais savoir si on est un peu en phase ou pas. Là, vous allez choisir de quel côté vous êtes. Moi, je vais. Bon, écoutez, bonsoir à tous. Je pense que c'est une arrivée un peu rapide. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de dogme en la matière. Hein. C'est-à-dire que ça dépend en fait de comment s'organisent les cabinets. Ce qui est intéressant, c'est de regarder comment ça fonctionne dans d'autres pays européens. Par exemple, les assistants médicaux, c'est quelque chose qui est bien développé en Allemagne, qui a aussi une façon de mailler le territoire différemment. Donc le médecin généraliste est plus vu comme un chef d'entreprise. Donc ça, c'est une notion qui est intéressante de savoir si c'est quelque chose que vous revendiquez ou pas. Moi, je suis hospitalier, donc il vaut mieux quand même écouter ce que disent les libéraux. Les médecins en Allemagne, pour l'avoir visité, pour pouvoir avoir des contacts, de voir un peu ce qui se fait à l'étranger, le médecin généraliste est plutôt vu comme un chef d'entreprise. Il a des assistants médicaux, il a des secrétaires médicales, il tourne sur plusieurs salles. Ce qu'on fait un peu parfois en consultation, ils peuvent avoir jusqu'à 4 ou 5 assistants médicaux et ils maillent le territoire. Voilà. Donc c'est une autre façon de pratiquer. Ah bah bien entendu que c'est pas le prix de la prise. Non mais c'est c'est des questions qu'il faut qu'on se pose. Ah oui, choc d'humanité, très bien. Être avec les gens. J'aime pouvoir voir les gens, les toucher, les voir arriver. Et c'est global. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en 10 minutes. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en tournant dans des salles. Ça aussi, ça me fait gerber. Moi, j'ai envie d'être avec les gens. J'ai envie de les connaître, que ça soit une rencontre à chaque fois, une vraie. Et c'est toujours une vraie rencontre. Et c'est toujours super épanouissant. Eh bien, moi, je vais devoir sans doute arrêter parce que j'ai plus les moyens de le faire. Je travaille que 35 heures semaine et je voudrais qu'on parle des femmes. Je voudrais qu'on parle des femmes parce que les femmes, elles peuvent plus bosser 55 heures semaine. Les hommes non plus parce que maintenant, c'est le partage des tâches. Hein. J'ai les 20 heures chez moi et j'en ai marre qu'on me traite de feignasse. Et je suis en colère, quoi. Mais super en colère. Et je veux qu'on parle des femmes aussi, parce qu'on ne parle pas de ça, de l'égalité homme-femme. Ça creuse encore les inégalités homme-femme, tout ça. Je crois vraiment que le choc d'humanité, effectivement, vous avez compris que c'était pour placer le mot humanisme, qui n'est plus du tout dans la bouche des décideurs politiques aujourd'hui. Et ce que tu dis là, avec le sujet évidemment sur les femmes, au-delà de ça, je pense que nous, dans nos propositions, il va falloir qu'on se creuse un peu la tête pour trouver ça en une phrase, de remettre un petit peu d'humanité, tout simplement, dans la manière dont on pense même l'organisation de la santé en France, et réhumaniser cela. Alors moi, je suis très à l'aise avec ce sujet-là, par exemple, quand on parle d'intelligence artificielle. Alors ça, j'adore, parce que là, il faut vraiment quand même mettre en regard de l'intelligence artificielle tout ce que la relation du médecin avec son patient. Et je pense que dans nos revendications, on a tout à fait intérêt quand même à jouer cette ligne-là, dont on ne s'attendait pas un jour à devoir mettre des mots dessus, puisque ça définit notre métier. Mais on est manifestement obligé de réexpliquer à une certaine classe politique que tout ne peut pas se décider en oubliant ce sujet-là. Je te laisse répondre, Yannick, parce que... Oui. Après... j'entends ce que vous dites et je partage. Simplement, là, on est entre médecins et on parle beaucoup de notre activité. Si on se déplace, et c'est ce que je fais en tant que... J'ai fait 30 ans médecin et là, je fais depuis 18 mois député. Donc, si maintenant, j'essaye de me mettre à la place du problème de santé publique et de dire comment on fait pour faire face et pour prendre en charge correctement les patients, d'un point de vue organisé... Laissez-moi finir. Parce que là, tout ce que vous allez faire, il n'y a plus assez de médecins, et bien vous les faites se barrer, c'est tout ce que vous faites. Vous les faites pas venir. Vous les faites pas venir. Et dire, nous, il faut qu'on assure le bordel des 30 ans précédents, c'est pas de notre faute. Ça va être encore le bordel. Dans le cadre, on va laisser Yannick Noder finir son propos. Non, mais il est... Mais vous énervez pas. Non. Vous m'envoyez toute votre agressivité.
Mais je me moque pas d'elle. Mais je ne me moque pas d'elle. On est en train de dire. Alors, si on peut se poser. Non, mais il faut qu'on discute parce que sinon, je vois pas l'intérêt. Après, moi, si vous voulez pas, je repars. C'est vraiment ça. Il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je suis pas là pour. Voilà. C'est-à-dire qu'on a 30 ans d'errance de tout pouvoir politique sur le sujet. Donc moi, je vais vous donner quelques chiffres. Globalement, on entend... Je vais revenir sur ce que vous avez dit. Il y a la féminisation, mais il y a le rapport au travail qui a changé. Moi, par exemple, dans mon service, mes internes, mes chefs de clinique, c'est pas forcément des femmes et ils veulent prendre leur congé parental, ils veulent prendre tout ça, ils ont le partage des tâches qui sont des choses que nous, les générations précédentes, je suis plus vieux que vous, eh ben, on n'avait pas. C'est-à-dire que moi, j'ai eu 4 enfants, je me cachais bien de dire à mon patron que j'avais 4 enfants parce que sinon, on était moins disponible et on n'allait pas être nommé chef de clinique. C'est quand même ça la vérité et après, on ne pouvait pas poursuivre nos études. Donc, globalement, quand on regarde des chiffres pour essayer, parce que c'est bien beau, hein, si on bug, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on soit force de proposition? C'est-à-dire que pour l'instant, on forme le même nombre de médecins qu'en 1970, donc à peu près 10 000, alors qu'on a 15 millions d'habitants supplémentaires, qu'on a un vieillissement de la population et que ce n'est pas un gros mot que de dire que les professionnels de santé, médicaux et paramédicaux, et ça, ce n'est pas du fait de leur genre ou de leur voilà, ils ont un rapport au travail qui a changé. Donc, on aspire tous, et en tout cas, naturellement, les générations bien antérieures à la mienne et parfois à la vôtre, aspirent à un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle, vie associative et autres. Donc, il faut qu'on forme plus. Donc, je pense que c'était l'objet de ma proposition de loi qui a été votée en décembre, c'est qu'il faut qu'on arrête ce numerus clausus apertus, parce qu'en fait, on a juste changé de nom. Et quand on prend les chiffres du numerus apertus, donc qui a été changé en apertus depuis 2019, on constate que ce n'est pas du tout les effets escomptés. Déjà, premièrement, le pass-là, moi, je ne trouve pas normal pour parler aux jeunes, comme vous dites. Quand vous voulez faire médecine, nous, quand on a voulu faire médecine, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est inscrit à la fac de médecine. Maintenant, dans une grande partie des étudiants, on leur dit eh ben, faites donc une fac d'économie ou de droit avec une mineure santé. Ben déjà là, le premier message, il n'est pas bon. Quand vous voulez faire médecine, vous voulez vous inscrire à la fac de médecine. Ensuite, dans cette réforme passe-là, ce qui n'est pas bon du tout, c'est que déjà, on n'a plus le droit de redoubler. Et ça, c'est un vrai problème aussi, parce que si l'on faisait un sondage parmi les médecins, combien ont réussi la deuxième année en étant bisu ou carré, je connais le chiffre, je le fais souvent dans les réunions. Donc on a toutes ces mesures de bon sens. Il faut absolument qu'on se batte pour supprimer le numerus apertus définitivement et qu'on puisse en former plus. Maintenant, ça va prendre du temps et ça, c'est une dizaine d'années. Donc pour l'instant... Alors, je vais répondre à la question. Alors, pour l'instant, vous savez que si vous regardez comment est dimensionné le capacitaire, est-ce que vous savez comment sont définis les numerus apertus clausus? Pour l'instant, c'est défini en fonction du capacitaire universitaire. Donc, vous comprenez bien qu'il faut qu'on bouge ce socle-là, qu'on prenne les besoins du territoire en condition et que surtout, il y ait les moyens dévoués aux facultés, qui peuvent être des moyens matériels, mais j'y crois pas tant que ça, parce que les moyens matériels, on a des amphis de première année, on a des amphis de deuxième année, c'est surtout le nombre d'enseignants, le nombre d'encadrants et les lieux de stage. Donc vous voyez où je veux en arriver, c'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on arrête d'hospitalo-centrer, c'est un hospitalier qui vous le dit, les stages. Moi j'ai 10 étudiants entassés dans une salle, je pense que des 10 externes, je pense qu'ils pourraient très bien apprendre la cardiologie chez des cardiologues libéraux, dans maisons de santé et autres. Donc vous voyez, il faut qu'on reconditionne ce bon sens pour élargir déjà cette formation qu'on va dire initiale. Après, ce numerus apertus, il a empêché le redoublement, donc ça a contraint beaucoup de nos étudiants qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas voulu faire cette mineure santé, aller en LAS. Ils peuvent faire une deuxième tentative. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'en PASS, ils ne peuvent pas redoubler en PASS. Par contre, ils peuvent aller en LAS. Oui, mais en deuxième année de licence, mais qui ne sont quand même pas une licence médecine. Ils peuvent se retrouver en deuxième année de licence de maths, par exemple, et repasser le concours de médecine. Alors, il y avait... Bien sûr. Alors, attendez, excusez-moi, mais c'est ma réunion. Merci d'avoir embrayé tout de suite sur le sujet, et je te laisse répondre. Sur le sujet, on est là dans le sujet, numerus apertus, c'est fondamental.
je vais te laisser, mais globalement, vous êtes tous d'accord que là, il y a un vrai souci, même si vous n'êtes pas concernés là demain. Voilà, il faut. Enfin voilà, moi, merci. Je place ma question, mais je laisse Guillaume réagir. Il faudra que vous nous expliquiez. Une fois, vous avez dit que vous aviez déposé un projet de loi. Bon, on est content. Et après, il se passe quoi? Il faudra nous dire. Je te laisse réagir. Merci. Alors le volume. Plus grosse fac de France, plus grosse fac de médecine de France, c'est celle qui a le plus mauvais ratio enseignants-enseignés. Donc oui, il faut des enseignants. Platel, j'exerce dans un ESPIC, un hôpital privé donc à but non lucratif. Derrière moi, il y a un anesthésiste ultra performant qui s'appelle Raphaël Crouchy. C'est un quadra. Je suis encore un quadra. Nous, on est 10 quadras à Hénin-Beaumont. On est hyper performant en chirurgie lourde. On sait faire de l'anesthésie, etc. Pas d'interne d'anesthésie. Nous, on peut former 5 internes par an. Voilà. C'est un exemple. Je dis nous parce que c'est mon expérience personnelle, mais vous avez compris qu'effectivement, il va falloir une loi qui évite de dire aux doyens, désolé, on ne peut pas en former plus. Parce que ça, c'est insupportable. Si je peux me permettre, le volume médical global, l'exercice, ça répond à quoi? C'est avant tout la démographie qui rencontre un temps de travail. Il faut bien se dire qu'hier, il y a 20 ou 30 ans, il y avait trop de médecins en exercice en France. Il y a 20 ou 30 ans, ça paraît totalement fou, mais le gouvernement de Pierre Mauroy de l'époque a cassé le numerus clausus de 90 à 2000, le faisant passer de 9000 à 4000. Nous avons 50 000 médecins qui nous manquent aujourd'hui si le numerus clausus était resté à 9000. Entre 90 et 2000, vous voyez le numerus clausus qui se casse en deux pour atteindre 4000 pendant 10 ans et remonter après 10 ans. Ce creux démographique, nous le vivons aujourd'hui. Et pourquoi ils ont fait ça? Dans une logique singulière, de se dire moins de médecins, moins de prescripteurs, moins de dépenses. On peut les en féliciter. À côté de ça, oui, d'accord, nous avons une relation de travail différente. On travaille peut-être moins que nos pères. Ils travaillent 110 heures ou 80 heures par semaine. Pour autant, ils travaillaient beaucoup, mais il y avait aussi beaucoup de médecins. Donc là, on peut se poser également peut-être la notion de pertinence des soins. Il y avait beaucoup de médecins, ils travaillaient plus. Là, nous travaillons aujourd'hui 55 heures par semaine en moyenne, au pays des 35 heures, sachant que la moyenne d'âge des médecins actuellement généralistes en exercice est de 55 ans. Donc ça veut dire que les médecins, les quinquas, les sexas et plus encore, parce que 12% des médecins en exercice sont retraités actifs, travaillent 55 heures par semaine ou plus. C'est très très bien. C'est bien plus que la moyenne nationale. C'est bien plus que le temps de travail normalement hospitalier qui est de 39 heures, avec un temps de travail légal à ne pas dépasser à 48 heures. Donc très clairement, on travaille assez. Moi, je pense que ce qu'il faut avant tout, c'est retrouver l'attractivité du métier. Il y a 17 à 20 000 médecins remplaçants qui ne s'installent pas. Pourquoi ils ne s'installent pas? Parce qu'aujourd'hui, très clairement, ils n'ont plus les conditions d'exercer convenablement. La médecine, excusez-moi, ils ont peur d'exercer, ils n'ont plus les conditions. Donc, très clairement, je vais quitter mon tunnel. Si les médecins remplaçants s'installaient, il n'y aurait plus de problème de pénurie médicale en France. Il faut leur redonner l'envie d'exercer et de s'installer. Merci. On va écouter, voilà, Monsieur Amouyel, merci. C'est un sujet qui est fondamental. Pourquoi il y a un blocage à former plus de médecins en France à l'échelle des facultés? Moi, je n'ai rien contre mes doyens, mais là, c'est inaudible. Je vous explique. Alors, déjà, le pass-LAS, il faudrait changer ça rapidement. Juste pour aller dans ce que vous disiez, moi, je les vois, j'assure le service sanitaire sur la région. Donc, j'ai les étudiants en médecine en 3e année. Donc, ça a commencé en 2018. J'ai 425 étudiants en médecine dans 3e année que je prépare au service sanitaire, que j'envoie en stage. En juin 2021, j'ai le responsable de l'enseignement du D3 qui me dit « L'année prochaine, tu as 625 étudiants en D3 pour attaquer le service sanitaire. » Il a fallu que je trouve pendant l'été 70 lieux de stage pour pouvoir les placer dans le stage. Donc il y a un problème de vitesse. Alors on va s'adapter. Comme vous dites, à Lille, on n'a pas plus d'enseignants, donc on va fonctionner pour les accueillir. Il y a cette limite qui est importante. Il faut bien comprendre. Moi, je suis prêt à en former beaucoup plus, mais on n'est que 2 mètres de conf et un PU. Voilà, donc il y a quand même un temps nécessaire, et il faut comprendre. Pour ce qui est de mettre des internes dans des lieux autres que ceux qui sont définis, alors c'est pas tout à fait vrai, puisque tous les 6 mois, je passe des agréments avec n'importe quelle structure. J'ai mis des internes de santé publique dans des CPTS, on peut le faire aujourd'hui. Sauf qu'il faut le défendre, il faut que
le lieu de stage soit motivé, donc qu'ils fassent une demande, que ce soit examiné par les coordinateurs, et ça, nous, on est ouvert, puisqu'on cherche des lieux de stage qui soient à l'hôpital ou qui soient hors hôpital. Donc, il y a une procédure qui existe et il faut y aller. Alors, c'est pas très administrativement compliqué, il faut juste avoir un projet, il faut juste dire où est-ce qu'on vous allez le mettre, qu'est-ce que vous allez lui faire faire. Donc, c'est quelque chose qui est possible et qui va être facilement accepté. J'ai réussi à faire passer des CPTS avec la bénédiction de l'ARS, qui a dit c'est une très bonne idée de mettre des internes dans les CPTS. Voilà. Donc, c'est chapitre CPTS, sans faire exprès. D'accord. Dans des cliniques privées si vous pouvez attendre. Attends, je change l'exemple. Dans des cliniques privées dans des cliniques privées de chirurgie, ça marche aussi. J'ai pris un mauvais exemple, je suis désolé. Dans des cliniques privées de chirurgie, on arrive à les mettre. Donc il faut voir qu'on monte pas on supprime pas le numerus clausus, on met pas un numerus apertus du jour au lendemain. Donc il y a une logique. Le problème, c'est que ça résoudra pas le problème dont on discute maintenant. Ceux-là, ils seront pas prêts avant 15 ans. Donc monsieur Amouyel, alors là, non. J'accepte pas cet argument-là parce que. Non, mais on va le maintenir. De toute façon, il est parti. Mais il y a une question à laquelle il faut répondre maintenant. Et vous avez fort justement dit qu'on est passé de 10 000 acceptés à 4 000, voire 3 500 certaines années. Donc, c'est pas possible avec une logique à court terme qui ne vaut pas qu'il faut 15 ans ou 10 à 15 ans pour faire un médecin. Donc, celui qui va morfler sur la diminution du numerus clausus, ce n'est pas le gouvernement qui l'a décidé, mais c'est le gouvernement dans 3 ou 4 générations. Donc, ça, c'est un fait. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'on a de moins en moins de médecins. Donc, je reviens... Allez, j'arrive à ça. Donc, il y a le sujet attractivité sur lequel je voulais venir. Il y a 2 niveaux d'attractivité. Je peux juste dire un tout petit truc. Il y a un autre vivier pour le budget, les CPTS, les MSP, etc. Voilà. Je le dis juste ça. On laisse monsieur Amouyel finir, on en parle juste après. On se calme. Il y a 2 points d'attractivité. L'idée, c'était positif d'apporter des propositions. Il y a 2 points d'attractivité. Il y a l'attractivité pour les études médicales, la volonté d'y aller. Donc, c'est le numerus apertus, et je pense que le LAS-PASS, c'est pas super bon pour l'attractivité. Ça, je vous dis juste ça. Il y a un vrai gros problème là, il va falloir que ça change. Mais attention, il y a certaines facs qui font que du LAS. Je ne sais pas si vous savez ça. Donc, il y a peut-être une proposition à faire là-dessus. Pour répondre à votre point, on fait des propositions. La deuxième attractivité, c'est l'attractivité par région. Actuellement, on est en train, grâce au CNOM et à l'Agence nationale numérique en santé, d'essayer de faire une étude de où vont les internes une fois qu'ils ont fini leur internat. Pourquoi? Parce que ça va conditionner quoi? La répartition des médecins sur le territoire français. Et moi, ce que j'ai observé en pratique, c'est que quand je forme des internes qui sont de la région, ils ont plus facilement s'installer à Fourmi que quand je forme quelqu'un qui n'est pas de la région. Donc, en gros, il y a un impact régional. Alors, quand je le dis, le CNG dit non, mais c'est pas possible, c'est des conneries, tout ça, il faut faire un grand concours, et puis c'est très bien que le meilleur gagne, et puis on s'en fout. Voilà. Donc, maintenant, il faut le démontrer. Donc, le boulot qu'on a fait montre que... Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est de voir qu'est-ce qui fait qu'une fois qu'un interne a été nommé à un endroit, il va à tel autre. Et comme c'est un jeu à somme nulle, il y en a 9000, ils vont bien se répartir. Et donc, juste pour vous donner une idée, on a calculé les bénéfices nets des régions 10 à 15 ans après, sur l'installation. PACA, c'est plus 40%. Nous, c'est moins 21%. Donc, on a non seulement un problème de territoire, mais on a un problème d'attractivité du territoire. Une proposition qu'on est en train d'essayer de défendre, c'est la re-régionalisation. Alors, on ne va pas leur demander de supprimer l'internat parce que ce n'est même pas la peine d'y penser, alors que dans d'autres pays, ça n'existe pas. Vous avez le Royaume-Uni, aux États-Unis, il n'y a pas ça. Hein. Donc, on maintient l'internat, ok, mais on refait un internat régional pour donner beaucoup plus de chance à quelqu'un qui est de la région de faire son internat dans sa région, de s'y installer et d'aller plus facilement, alors je ne dirais pas dans un désert médical, mais dans des zones sous-dotées, que l'inverse. Et là, sur le fonctionnement, donc ça c'est l'attractivité du territoire. Il y a 2 niveaux d'attractivité pour les études en médecine, mais une fois que les gens sont engagés, les hommes et les femmes sont engagés, les attirer sur le territoire. Donc une proposition, c'est on régionalise tout ça. Et c'est facile. Alors, j'ai même une solution à leur proposer, parce qu'on a commencé à réfléchir, parce que le CNG va gueuler, il va dire on va pas faire 13 concours, ça va être le bordel, etc. Donc, on fait le même concours. Sauf qu'on ne classe pas les gens sur l'ensemble de la France, on extrait par région ceux correspondant aux régions. Et les gens choisissent au sein de ce classement. Donc, même s'il se trouve dernier à un endroit, il va peut-être être remonté parce qu'il va aller à Lille et ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'il y a des possibilités de le faire. Et cette régionalisation pourra ancrer et attirer vers le territoire, parce que c'est le deuxième point d'attractivité. J'ai fini. Monsieur Amouyel, alors moi je suis d'accord avec vos propositions. La régionalisation, ça faisait partie du vrai Ségur de la santé il y a 2 ans, donc je pense qu'il faut axer là-dessus. Globalement, on est tous d'accord là, il faut supprimer l'apertus, il faut un choc démographique, on est tous d'accord, on va aller très vite là-dessus. On va passer au point suivant. Petite parenthèse,
J'avais dit à BFM qu'on ferait une pause, mais on va pas la faire. Bon. Les cuisines ferment à 21h30. Ça veut dire qu'à 21h20, on doit passer commande. Ça veut dire que j'aurais besoin de savoir qui mange ici. Vous avez une vague idée? Voilà, ok. Ouais, donc je vais dire une quinzaine. Voilà, mangez tout cela, ce serait sympa, merci. Pour l'organisation. Ouais, une quinzaine, une vingtaine. On va partir sur 25. Ok, voilà. Donc il faudra qu'on, voilà, donc on a moins d'une heure devant nous. Il faut qu'on essaye de vraiment serrer sur les propositions. CPTS. Ouais, écoutez, les CPTS, ça sert à rien qu'on vomisse dessus. Si vous voulez lever la main et qu'à la majorité ici ce soir, alors est-ce qu'on est représentatif de tous les médecins généralistes de France? Je ne sais pas. Mais Guillaume, il faut aller très vite. Alors, je vais faire l'avocat du diable, puisque je fais l'avocat du diable, comme ça tu réponds. Je devine vos avis, vous voulez plus des CPTS? Non. Je sais. Je sais. Les soignants disent que de toute façon, ils n'ont pas attendu après les CPTS pour se coordonner entre eux. Exactement. Bon, là-dessus, faut pas être attaquable là-dessus. Vous êtes sûr, hein? Vous tous, vous. Ok. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin des CPTS, c'est une suradministration. Non, mais surtout dans les CPTS, il y a de l'argent qui dort sur des comptes. Bon, alors à ce moment-là, excusez-moi, mais il faut aller très vite, Guillaume, là-dessus. On va pas disserter. Si la proposition c'est de supprimer les CPTS, on supprime. Mais j'aimerais à ce moment-là, pas ce soir, qu'on réfléchisse à un moyen de montrer à ceux qui ont eu cette idée, à un moyen de leur montrer que ça existe déjà. Il faut quand même montrer que vous êtes coordonnés, etc. Mais bien sûr. Je dois dire, si on renversait la réflexion, c'est faire un très mauvais procès aux médecins qui ont vécu leur exercice avant les CPTS, de conseils qui ne se coordonnaient pas du tout avant. J'oserais dire, si je dois aller très vite, j'ai écrit un article, Avenir aux fins programmées des médecins libéraux au sujet des CPTS. Clairement, pour moi, les CPTS, c'est un cheval de Troie. Un cheval de Troie, pourquoi? Parce que ça suradministre les soins, ça délègue les soins des professionnels de santé médicaux aux paramédicaux à travers des protocoles de soins. Ça nous met clairement pieds et mains liés, puisque nous signons tous les ans, en tout cas les membres des CPTS signent tous les ans des ACI, des accords conventionnels interprofessionnels avec les CPM, dont par conséquent ils sont assujettis à des objectifs de rendement, d'activité, de prévention ou autre, et qui plus est, les CPTS, c'est pire que tout, c'est un cheval de Troie, puisque on a bien entendu Macron parler de capitation, ce n'est pas anodin. La CPTS est le futur vecteur de l'exercice de la rémunération par capitation. Donc pour tout ça, on peut leur dire non. Si vous me promettez d'aller vite... Il n'y a pas que les CPTS qu'il faut supprimer, les ARS, il faut supprimer les ARS. Ah oui, ouais. Oui, bravo. Quand on a fait les retours d'expérience du Covid, l'ordre, je mouille, l'ordre a bien bossé, les URPS ont bien bossé, les CPAM ont bien travaillé pendant le Covid. Les seuls qui n'ont pas fonctionné, c'est les ARS. C'était des ralentisseurs, c'était une couche d'administration, c'est une catastrophe. Donc Bon, il faut savoir aussi que les ARS ne parlent que des CPTS. Dans les CPSS, il n'y a que 20% des médecins qui sont adhérents, 20% seulement. Et parmi ces 20% qui travaillent vraiment, la majorité des médecins sont hors des CPTS. On travaille très bien sans les CPTS. Et les CPTS, si on arrive à la volonté jupitérienne d'envahir le territoire, eh bien, ce sera 1 milliard d'euros par an, dont une somme colossale qui ne servira qu'à l'administration des soins et qu'aux coordination des soins à l'administration, tout ce qu'on ne veut pas. Nous, on veut réaxer et réfléchir l'argent vers le soin, et pas l'administration. Ok, vous avez raison sur les ARS. Alors, je vais faire ce soir, c'est moi le bisounours, c'est quand même un comble. Hein. Mais, les gens qui bossent dans les ARS, ils obéissent aux ordres qu'on leur donne. Donc moi, sans être un informaticien, je pense que la carte mère est mauvaise. Et voilà, je pèse mes mots, mais je pense que ce sont des entités, si elles sont reprogrammées véritablement au service du territoire, véritablement en Bluetooth connectées à tous les gens de territoire, ça peut rendre service. Mais il faut que le logiciel soit bon, et puis il ne faut pas que ce soit qu'un vecteur d'ordre, un outil de verticalisation de l'organisation de la santé, et probablement même que dans l'idée de la régionalisation dont on a parlé pour la formation, elles ont probablement un rôle très important dans une idée très régionale de l'organisation du soin, mais avec une autonomie aussi et des spécificités par territoire, etc. Donc ces sujets-là, à mon avis, voilà. Donc ça s'appelle redéfinition des rôles des ARS pour rester politiquement correct. Je voudrais que, comme Yannick, vous êtes le seul député ce soir, comment vous allez leur dire
Expliquez-nous quand est-ce que vous allez écrire le projet de loi pour la suppression totale des CPTS en suppositoire. Voilà. Alors, vous allez rire, mais moi je l'ai déjà écrit, puisque quand les CPTS qui devaient être rendus obligatoires étaient donc la loi Valletoux, et que dans la loi Valletoux, moi j'ai déposé... Ouais, donc j'ai déposé moi un amendement de suppression pour justement supprimer cet article. Je me suis fait battre en première lecture à l'Assemblée nationale. Je suis allé voir les collègues sénateurs et ils ont remis l'amendement de suppression de l'obligation des CPTS, parce que nous, on ne pouvait pas dire qu'on supprimait les CPTS. C'est-à-dire que nous, on dit qu'on ne veut pas qu'elles soient rendues obligatoires pour les professionnels de santé. C'est-à-dire que c'est un outil dont moi, je ne partage pas non plus la vision. Il n'y en a pas sur mon territoire, voilà, et je ne vois pas l'intérêt de forcément le faire, puisque les professionnels de santé n'ont pas besoin d'une obligation, et parce qu'on voit des 300-400 000 euros de forfait par CPTS pour coordonner. Coordonner, c'est bien, mais ce n'est pas soigné. Donc, moi, je ne suis pas... Après, s'il y a des CPS-TS qui fonctionnent très très bien, moi, je ne suis pas pour les supprimer. Donc, on a mis dans la loi Valletoux, qui est repassée ensuite en deuxième lecture, on a enlevé ce caractère obligatoire pour les professionnels de santé. Parce que dans la loi initiale, c'est-à-dire que vous étiez d'office dans une CPTS et vous deviez faire la démarche pour... voilà, donc ça, je pense que ce n'est pas la bonne chose. Donc, moi, sur les CPTS et sur les ARS... je crois que vous l'avez dit, hein, le budget des ARS, à peu près annuellement, c'est 900 millions d'euros par an. Donc la suppression, là aussi, allons-y doucement. Mais je pense qu'on a fait des grosses usines à gaz et qu'avant les ARS et avant les ARH, il y avait une cellule sanitaire dans chacune des préfectures. C'est-à-dire qu'on a donné un statut de préfet sanitaire aux directeurs généraux d'ARS, qui donnent d'ailleurs des conflits entre les services préfectoraux, entre le préfet de région, le directeur général d'ARS. Par contre, des cellules qui peuvent faire remonter assez agile au sein de chacune des préfectures dans chaque département est intéressant, parce que derrière, on a quand même, sur le sanitaire, on voit bien, sur le médico-social, il y a encore le rôle des départements qui reste quand même important sur le médico-social. Donc, moi, je suis pour qu'effectivement, il y ait une mise en coordination pour que les gens puissent se parler, puissent avoir des décisions, mais plutôt à l'échelle départementale et plutôt rattachées au niveau des préfectures, sans des effectifs pléthoriques. Il y a des études qui ont été menées qui disent, je crois que c'est l'adresse qui a fait ça, c'est-à-dire que le nombre d'injonctions descendantes qui vous sont données aux hôpitaux, aux professionnels libéraux et tout ça, et la remontée fait que je crois que c'est moins de 10% des documents qui sont remontés qui sont traités, tellement il n'y a pas la masse pour pouvoir traiter toutes ces informations. Ce qui m'inquiète, c'est il y a une... Enfin, je suis désolé de dire ça, et s'il y en a ce soir, c'est mon propos, il n'est pas... Mais il y a une appétence de médecins pour aller bosser dans les ARS quand même. Ouais. Moi, je me demande... Bon, c'est tout. Bon, on est d'accord là-dessus. Alors, on supprime les CPTS, on reformate, on change la carte mère des ARS. Je pense qu'on peut aborder un autre sujet fondamental. Et tout à l'heure, tu en as parlé un peu. Tu as dit on n'est pas corporatiste. C'est la relation que vous souhaitez avec les partenaires de la ville. J'entends, quand je dis partenaires de la ville, j'ai surtout en tête les infirmiers libéraux et les IPA. Voilà. Proposition. Voilà. Bon, si j'étais médecin généraliste, moi, je voudrais entendre. Tant mieux que j'ai des professionnels autour de moi s'ils vont m'aider à coordonner le soin pour ma patientèle. Je suis le chef d'orchestre unique. Voilà, ça, faut le dire et le marteler. Je suis le chef d'orchestre unique. Je ne suis pas forcément favorable à de l'autonomie sur des choses que j'estime être médicales. Je ne parle pas d'autonomie pour des gestes type pansement, premier recours, des choses dont on sait tous aujourd'hui qu'il peut y avoir une autonomie des paramédicaux. Alors pourquoi je voudrais lancer ce débat-là ? Parce qu'on sent bien quand même. On sent bien que le ministre Frédéric Valletoux et Macron depuis 7 ans, au lieu de dire tous, Stéphanie Rist, tous, au lieu de dire on va geler l'apertus, doubler le nombre de médecins. Et donc, M. Mouyel, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que Emmanuel Macron, ça fait 7 ans quand même, vous me voyez venir. Ils seraient tous internes, hein, si on avait fait... Enfin voilà, on aurait pu former des médecins. En fait, au lieu de dire, on ne dit pas qu'on va former plus de médecins, on dit
qu'on va changer le métier des paramédicaux. Et eux, en fait, alors qu'on les questionne, pas tous, certains, je pense qu'ils seront contents, mais la majorité, non. Ils veulent de la reconnaissance dans leur boulot. En fait, on leur dit, mais vous inquiétez pas, vous allez faire des gestes finalement de médecin. Et je pense que c'est une manière de, à mes yeux, à moi, je trouve que c'est une manière de dénaturer l'exercice même de la médecine. Je dis ça sans porter offense aux paramédicaux que je respecte, mais eux, ils ont besoin d'être valorisés dans leur exercice. Et souvent, quand ils font ce métier-là, c'est qu'ils n'ont pas voulu être docteurs, pas tous, mais nombreux. Comment, voilà, donc il va falloir s'exprimer là-dessus. Parce que Frédéric Val, l'exécutif actuel, c'est il n'y a plus assez de docteurs. Comme vous disiez, M. Amouyel. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Moi, ça coule pas de source, la logique de dire d'autres vont le faire. Des non-docteurs, en fait. Voilà. Là, ouais, j'ai un petit souci avec ça. Oui, enfin, on veut leur faire des actes de médecine quand, dans le même temps, on augmente d'1 an la formation des médecins. C'est complètement aberrant. Et non, on va leur faire des actes que faisaient des médecins, avec une formation de X années, et dans le même temps, les médecins, on leur demande de faire une année supplémentaire. C'est invraisemblable. 10 ans pour médecine générale. C'est invraisemblable. Et donc, moi, si je voulais revenir juste 1 minute sur ce que disait Philippe Amouyel. Les études de médecine, pourquoi on ne les raccourcit pas ? On veut des médecins plus rapidement. Supprimons la première année. Supprimons la première année. Là, on vient de faire le contraire. On vient d'en rajouter. Oui, bonjour. Donc moi, je suis médecin généraliste et maître de stage. Je suis habituée à évaluer mes étudiants. Voilà, j'ai des internes qui viennent au cabinet. C'est super enrichissant pour tout le monde. Et on prend un soin infini à évaluer nos étudiants avant de leur laisser faire des gestes, des choses, etc. Et ça se fait très progressivement, très naturellement. C'est vraiment génial. On est donc très mal à l'aise à l'idée de se voir imposer quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas formé nous-mêmes, prendre des initiatives sur des compétences qui n'ont pas forcément... Enfin, c'est ahurissant, on ne veut pas ça. Sur les IPA, il faut être très prudent sur les chiffres. Hein. Les IPA, ça représente à peu près 1500 infirmiers sur les 900 000. Donc on a beaucoup parlé. Ça augmente, ça augmente. Non mais attendez, il y en a plein en formation. Et ce qu'ils ont surtout voulu faire, c'était la loi RIS sur lequel j'ai aussi déposé un amendement de suppression, c'était l'accès direct. Et ça, c'est dramatique. Ça, c'est dramatique pour différentes choses. C'est que toute la sémiologie, tout le diagnostic différentiel, en fait, ils ne l'ont pas. Donc, ça les expose à des risques monumentaux. Et on ne demande pas ça. Et surtout que quand vous demandez à des kinés, moi, par exemple, j'ai un kiné, je vais voir chez mon kiné, il me dit, mais moi, je ne revendique absolument pas l'accès direct, puisque je n'arrive déjà pas à faire face à la file active de patients. Je ne vais pas en plus être obligé d'avoir une secrétaire qui va les décrocher pour dire que je n'ai pas de place. Donc, ils veulent, par exemple, pour les kinés, ils veulent une revalorisation très claire de leurs actes parce que les cabinets médico-économiquement ont des difficultés. Sur les IPA, je pense, moi j'en ai formé beaucoup dans ma spécialité, mais elles sont en délégation de tâches. Et ça, je pense que c'est tout à fait possible. À l'hôpital, d'accord. Mais on est bien d'accord. Donc, non, mais ce que je veux dire... Non, mais on est d'accord. Voilà, laissez-moi juste finir ma phrase. C'est-à-dire qu'on peut en former dans de la délégation de tâches. La délégation de tâches n'exclut pas le contrôle et on peut améliorer le volume de prise en charge. Moi, je fais de l'insuffisance cardiaque pour adapter le Lasix et autres. Si on a des protocoles très bien, ça peut très bien marcher, mais pas sur de l'accès direct où ils vont se retrouver avec des diagnostics différentiels et puis surtout des assurances extrêmement importantes parce que les premiers cas, quand on va voir tout ça s'installer, parce que la proposition de loi RIS, c'était le fait uniquement d'être dans une CPTS, vous labellisez le fait de pouvoir avoir un accès direct. Donc on s'est opposé fortement à ça. Donc pour l'instant, on n'est que dans une expérimentation sur quelques régions et le fait d'être membre d'une CPTS ne vous donne pas l'accès direct. Il faut être membre d'une maison médicale. Je complète et je confirme les propos de monsieur le député. On est sur cette ligne aussi. Il y a deux types d'IPA fondamentalement. Les IPA spécialisés en délégation de tâches, notamment avec des spécialistes à l'hôpital. Pour cela, très clairement, on se dit pourquoi pas, tentons le coup. Par contre, il y a les IPA praticiennes d'accès direct pour des patients qui s'autodiagnostiqueraient les pathologies aiguës bénignes. Donc, j'ai l'autodiagnostic du patient.
c'est un peu scabreux. Mais l'accès direct aux IPA qui n'ont pas de sémiologie, dont la formation initiale, c'est d'être infirmière, 3 ans d'exercice et 4 semestres de formation. Parmi les 4 semestres de formation, en fait, elles peuvent au minimum avoir 45 semaines de formation. Finalement, c'est 4 semestres, c'est 45 semaines en réalité. Et là, leur donner l'accès direct sur les pathologies aiguës bénignes, c'est dramatique en termes de qualité des soins. Ça expose effectivement les patients, qu'on le veuille ou pas, à des défauts de prise en charge parce qu'elles n'auront jamais notre compétence, notre expertise et non pas notre formation. Donc même si elles ont de nombreuses qualités, si en délégation c'est un modèle qui peut être suivi, en accès direct, je rejoins parfaitement monsieur le député à ce sujet-là, j'ai écrit un article sur les IPA, je ne pense pas fondamentalement que ce soit une vision juste de la médecine et c'est une forme d'ubérisation des soins au détriment du patient que l'on combat clairement. Alors, je passe la parole tout de suite, juste en attendant que vous donniez le micro à madame. Elle l'a déjà. Juste, j'ai une mini-question. Pareil chez vous, votre syndicat, c'est des sujets que vous traitez de la même manière ? Et quand tu dis IPA en délégation, en ville aussi. Non, mais quand tu dis qu'il y a une place pour les IPA en délégation, dans le cadre de l'exercice de la ville, alors aussi. La délégation, sous couvert que le médecin reste effectivement chef d'orchestre, pourquoi pas ? Par contre, il faut bien être clair. Une compétence ne se transfère pas, elle s'acquiert. Et c'est le vrai problème de IPA praticienne en accès direct pour les pathologies aiguës bénignes. Tout à fait. Tout à fait. Petite remarque, nous justement, alors on n'oppose pas du tout médecine libérale et médecine dans centre de santé. Vraiment, on fait exactement la même médecine. Et nous, donc, on a une secrétaire et une infirmière qui travaillent dans le centre et qui fait aussi ce travail d'infirmière libérale. Et on travaille comme ça avec. Il y a pas mal de patients qui sont suivis par moi, le médecin et l'infirmière. Et l'infirmière, et je travaille aussi avec d'autres infirmiers, forcément comme vous tous, sur le terrain. Ils ne demandent absolument pas, comme dit Arnaud, de faire avoir plus de capacité. Ils sont vraiment, ils sont pas vraiment en demande. Moi, tous ceux que j'arrive à contacter, ils disent voilà, moi je fais mon boulot d'infirmier, je veux pas faire ton boulot de médecin. Par contre, c'est vrai qu'on a quand même l'impression que c'est déjà préformaté dans les tiroirs, dans les têtes de tous nos dirigeants, que c'est vers ça qu'on va. C'est-à-dire qu'on met en avant le fait que là, on n'a pas de solution. On va manquer. Donc, est-ce qu'il ne doit pas y avoir une proposition ? Enfin non, je vais dire des conneries. Mais il ne doit pas y avoir une proposition des médecins généralistes de dire on sait qu'on est dans le dur pendant plusieurs années, répondez à nos demandes, nous on s'engage à faire le taf, quoi, même si on sait que pendant 6 ans c'est compliqué. Non mais ne vous énervez pas, c'est dans l'idée de trouver un argumentaire contre cette volonté manifeste, cet élan irrésistible qu'ils ont vers la délégation de tâches, mais aussi l'autonomisation. Voilà. Oui, mais là-dessus, je suis d'accord. Tout à fait. Alors, petite parenthèse, collectif Santé en danger. Je te passe le micro tout de suite. Il va y avoir une session dédiée du Vrai Ségur 2024 pour les infirmières libérales, une autre pour la ville pour qu'il y ait plusieurs acteurs. Et je pense que tu vas nous dire un petit mot là-dessus. Oui, bonsoir. Voilà. Alors pour le coup, moi je suis infirmière libérale. La délégation de tâches, je n'en veux pas. Voilà, moi je veux être payée au juste prix pour ce que je fais. Je travaille en bonne entente avec les médecins avec qui je collabore tous les jours. Je rends service, on s'envoie des SMS, ça fonctionne très bien, on communique très bien, on n'a pas besoin de CPTS. Exactement. Voilà, moi je ne veux pas me retrouver à faire les constats de décès. Quid de la RCP ? Donc ce que tu es en train de dire... Ce que tu es en train de dire, c'est que moi je pense que dans les propositions, parce que le temps passe, et je vous rappelle qu'on a des propositions à faire, je pense qu'il faut mieux communiquer là-dessus, sur l'existant. J'ai le droit de renouveler les pilules contraceptives. Oui. Et oui. Non, mais oui. J'ai eu 0 formation. Donc moi, la délégation de tâches, non. C'est comme les sages-femmes qui peuvent maintenant faire de la pédiatrie, le suivi du bébé jusqu'à 1 an. Mais
elles ont fait de la pédiatrie, elles n'ont pas fait de gynéco, et maintenant elles font de la gynéco, de la pédiatrie. Mais on se fout du monde. Attends, je fais l'avocat du diable. Ok, on se fout du monde. N'empêche que, c'est pas de votre faute, mais là on va manquer de médecins pendant 10 ans. Les médecins existent, Arnaud. Ils sont remplaçants, ils sont des milliers, ils ne demandent qu'à s'installer. Arrêtez de chercher autre quelqu'un d'autre que des médecins. Ils sont là. Oui, mais je suis obligé de te débusquer ton argument. Très bien. 17 000 Ce que vous avez à répondre, c'est que tous ceux qui ne veulent pas s'installer, avec des meilleures conditions, s'installeront et pourront répondre à tous ces besoins. Très bien. Très bien. Tu notes. Moi, je veux bien aussi rajouter un petit mot, et c'est aussi pour le Conseil de l'Ordre, c'est une question aussi. Je me dis, est-ce que dans les solutions, s'il y a effectivement dans tous ces remplaçants qui ne veulent pas s'installer, et notamment dans des zones un peu vraiment où effectivement on n'a pas forcément envie de s'installer, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc, donc un peu loin, est-ce que l'idée ce serait pas de les faire travailler plus, c'est-à-dire nous d'avoir le droit d'être remplacés à notre cabinet? Moi, ça ne me dérangerait pas. Pourquoi pas de faire une journée à 1 heure de route d'ici? Pourquoi pas tous les 15 jours ou toutes les semaines d'alimenter un centre pour qu'il y ait un pool de médecins qui tourne comme ça? Mais dans ces cas-là, en fait, je peux pas après avoir toute la charge de travail en revenant à mon cabinet. Donc avoir le droit d'être remplacé sur cette journée-là, indemnisé pour cette journée-là. Et pourquoi pas? Moi, je veux bien faire un effort aussi. Tu es en train de dire qu'il peut tout à fait y avoir une proposition de mobilité. Dans le cas de votre exercice, c'est un truc qu'on n'entend jamais parler. C'est quelque chose. Mais parce qu'on n'a pas le droit d'être remplacé pendant qu'on travaille ailleurs. D'accord, ok. Donc là, il y a moyen de s'arranger avec le Conseil de l'Ordre. Pour moi, on n'avait pas le droit. Il y a aussi une proposition de l'UFML qui était d'avoir cette mobilité, de donner une journée par semaine à l'hôpital et de pouvoir, au bout de quelques années, pouvoir avoir de nouveau accès, j'y reviens, au secteur 2. Je reviens aux infirmières libérales. En général, les médecins libéraux, nous avons des relations très franches, ouvertes et fraternelles avec les infirmières libérales. On travaille vraiment en excellente coordination. Par contre, il faut voir ce qui se passe au niveau politique. Madame Rist, et notamment l'UNIPA, le syndicat des IPA, ont une vision très conquérante et ont une vision à très long terme, avec une démographie des infirmières qui est bien meilleure que la nôtre. Il y a des centaines de milliers d'infirmières en France, une démographie, un âge moyen des infirmières aux alentours de 40-45 ans, qui est de remplacer tout doucement, mais en avançant un petit pas, le premier recours qui est le médecin généraliste par des IPA praticiens d'accès direct. Et c'est une volonté de Madame Rist, plus ou moins défendue par Monsieur Valtou. C'est une volonté effectivement défendue également par le gouvernement. Et le syndicat UNIPA, le syndicat des IPA, est réellement conquérant dans ce domaine. Et certes, il avance à petits pas. Ils ne sont pas conquérants. Ils ne sont pas nombreux, mais ils deviennent de plus en plus nombreux. Mais Monsieur Rist vend des logiciels pour faire des IPA, je crois, c'est ça? Bon, attendez. Voilà, la boucle est non, mais bouclée. attends. Ils sont pas conquérants. On a décidé en haut lieu que ce serait comme ça. Voilà, donc moi je veux bien être conquérant. Donc là, il y a une ligne politique qu'il faut combattre, parce qu'en plus, à mes yeux, à moi, je suis pas doyen ni rien, mais ça en dénature complètement pour moi. Enfin voilà, on est en train de réinventer une nouvelle médecine. Ça ne me convient pas. Je pense qu'il faut pas. Donc là, il faut qu'on politise notre propos et il faut combattre ces dogmes-là, ces idées-là, qui sont vachement ancrées en eux. Hein. Yannick, tu réagis là-dessus, et nous on commence à regarder la suite. Alors, on s'est éloigné un peu des propos initiaux là pour rebondir sur le fait qu'effectivement on en manque, qu'on n'en forme pas suffisamment, que si on en forme plus, il va falloir attendre 10 ans. Et je m'inscris comme Arnaud en disant, à force de chaque année, chaque gouvernement de dire qu'on ne le fait pas, il a eu la délicatesse de dire Macron. Moi, ça ne me dérange pas, et c'est mon parti politique, de dire que si Sarkozy l'avait fait en 2007, on n'en serait pas là non plus. Donc je pense que c'est pour ça que la responsabilité, elle est collective. Après, moi, je voulais vous donner un chiffre que j'ai eu aujourd'hui, qui est tout frais. C'est, vous savez, au 1er janvier 2023, 44% des médecins actifs diplômés à l'étranger sont français. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais, du calme, ne nous énervons pas. Donc c'était l'article 2 de ma loi, j'avance doucement, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de nos jeunes qui, avec un système... Voilà, donc un système beaucoup trop restrictif.
Moi, dans ma loi, j'avais estimé entre 5 et 10 000 le nombre d'étudiants qui, à un QCM près, n'ont donc pas été acceptés, qui, je le redis, ne peuvent pas redoubler et qui ont refusé d'aller faire une mineure santé dans du droit ou des affaires économiques, et qui se retrouvent maintenant... Alors moi, je suis d'une région, la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est très frontalière, donc je connais les problèmes notamment qu'on a de concurrence avec la Suisse. Moi, il se trouve, je vais vous raconter l'histoire, moi j'ai trouvé des étudiants un peu étonnants, c'est comme ça que ça m'est venu dans mon service. J'ai trouvé des externes qui n'étaient pas comme d'habitude. Je leur dis, mais ça va? Il me dit, bah oui, ça va, on est content. Voilà. Je dis, bah oui, bah vous êtes content, mais pourquoi? Bah pour nous, c'est mieux quand même. Alors je dis, mais c'est mieux. Je dis, mais vous êtes où en fait, vous? Eh ben nous, on est étudiants en Roumanie. Ah, voilà. Alors non, mais attendez, la suite. Je lui dis, mais alors vous êtes en Roumanie, donc vous êtes français, oui, on est des petits grenoblois, on est étudiants en Roumanie. Et je lui dis, mais alors pourquoi vous êtes dans mon service? Parce qu'en fait, on fait notre mobilité à l'étranger, qui est devenue la France. C'est quand même, là, on a la boucle bouclée. Donc l'idée, ça serait dans l'article 2 de cette fameuse loi, et ça c'est intéressant de savoir comment les collègues ils le prennent, c'est de faire revenir nos étudiants qu'on a refoulés à l'extérieur. Donc on estime entre 5 et 10 000, qui sont généralement autour de la 3, 4, 5e année, de savoir si nos facultés de médecine sont en capacité de les accueillir dans le cursus, parce que globalement, quand à 18 ans, vous vous barrez en Roumanie, en Belgique, en Espagne, au Portugal, à 23, 24 ans, quand vous avez déjà récupéré, fait 6 ans de médecine, eh bien, vous n'avez plus peur d'aller ailleurs. Et vous savez, les pays qui les récupèrent essentiellement, c'est de nouveau l'Allemagne et de nouveau la Suisse, où les conditions d'attractivité sont importantes. Alors, les doyens, que j'ai auditionnés en conférence des doyens, m'ont dit non, mais pas du tout, vous n'y êtes pas, ils peuvent passer l'internat. Je dis, dont acte. Donc, je dis, écoutez, moi, je revois. Je suis allé chercher donc Non, mais attendez, je suis allé chercher les chiffres. Alors, c'est peut-être fini, mais alors, quand c'était à la pleine bourre, c'est 1,23 des effectifs de l'internat qui étaient des étudiants qui venaient de l'étranger. Oui, donc sauf là, ils pouvaient le faire, ils peuvent plus avec la nouvelle EDN. Oui, c'est plus possible. mais c'est bien la catastrophe. Donc je pense qu'il faut urgemment faire revenir nos 5 à 10 000 étudiants qui ne seront pas les plus mauvais médecins que les autres qui sont à l'étranger. C'était juste que je voulais dire ça. Mais bien entendu, si on n'est pas capable de les accueillir durant leur 2e cycle, ne rêvons pas, ils ne reviendront pas après, parce qu'il y a un petit village qui a mis une annonce et il y a un city-stade et une crèche. Hein. On rêve. Hein. Et effectivement, ils pouvaient venir passer l'internat du temps des ECN, avec l'EDN qui est maintenant étalé sur une année, c'est plus possible. Et le corollaire de ça aussi, ça va être de faire revenir ceux qui sont partis. Mais comment faire pour éviter qu'il y en ait encore qui partent? Arrêter le numerus apertus. Voilà, c'est ça. Donc c'est impératif parce que tant qu'on limite, ils vont continuer à partir. Donc c'est chiné à les faire revenir. Mais si le robinet est toujours ouvert, ça va être... Parce que j'ai trouvé quand même très choquant, je ne veux pas politiser les choses, mais j'ai trouvé très choquant quand même que dans le discours de politique générale de notre Premier ministre et les propos du Président de la République, on dise qu'on va avoir un émissaire qui va aller chercher des médecins à l'étranger. Je trouve ça choquant parce que, donc déjà, piquer les médecins, on fait notre marché dans les pays pauvres. On peut s'étonner après qu'il y a l'immigration, si les gens peuvent même plus se soigner, on peut comprendre qu'ils vont venir dans d'autres pays pour se soigner. Et après, nous, on va aller faire des missions humanitaires dans des pays. Enfin, là, je pense qu'on est complètement... Le système est complètement inversé. Hein. C'est inadmissible. Hein. Il est perverti. Oui, ils ont clairement fait le choix de ne pas rendre la médecine libérale en France attractive. Ils font le choix d'aller chercher des médecins étrangers dans une situation pire que les nôtres, dans des pays qui ont encore plus besoin de médecins que nous, pour les faire venir en France, parce qu'ils acceptent très clairement le fait que les médecins français aillent à l'étranger, là où ce sera toujours plus attractif, puisqu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la volonté politique de rendre la médecine libérale française attractive. À titre d'exemple, la rémunération d'un médecin généraliste en Allemagne est autour de 75 €. Et il y a des Länder qui sont en train de réviser ça pour augmenter la rémunération de l'acte du médecin généraliste qui est déjà à 75 € en Allemagne. Je ne parle pas de la rémunération du médecin en Suisse qui, au temps passé, est également à l'acte technique où ça peut s'étaler de 60 à 90 € environ. Nous avons des exemples et des amis installés en Suisse. Et ils sont ravis, surtout au-delà de la rémunération, du respect des instances envers leur exercice et du respect également de la population. Parce qu'il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, qui peut être abordé, c'est également la responsabilisation des patients. Et ça, le politique ne l'aborde jamais parce que très clairement, l'électoralisme n'y est pas.
Il vaut mieux taper sur les médecins libéraux qui sont des nantis, qui sont des privilégiés, qui gagnent 7 000 € par mois, mais à 55 heures, 100 heures par semaine, donc ramener au taux horaire, c'est vraiment pas grand-chose pour vos années d'études, plutôt que de se dire on va penser à stabiliser les patients à minima. On dit que l'acte est inflationniste, c'est faux. C'est pas l'acte qui est inflationniste, c'est le tiers payant intégral qui est inflationniste. Parce qu'effectivement, la nature humaine fait que c'est assez simple. À partir du moment où on vous dit que finalement ça ne vaut rien, autant le surconsommer. Et c'est pire que ça. Finalement, le prix, c'est la valeur que l'on accorde aux choses. On a fait croire à une majorité de patients que la médecine ne valait plus rien. Donc elle est à surconsommer. Et ça, notamment, c'est un problème politique majeur. Et ça, il faut vraiment en faire table rase. Comment ? Déjà, le tiers payant intégral, on peut le réduire. Ouais. C'est-à-dire que très clairement, oui, ok pour les CMU, oui également pour les ALD. Mais aujourd'hui, qu'un patient paie 26,50 € en étant remboursé 3 jours après, ce n'est absolument pas choquant. On a beaucoup de patients, par exemple, qui payent 6,90 €, qui paient maintenant 7,95 € ou 9 € pour une consultation. Très clairement, aujourd'hui, payer 26,50 € ou 31,50 € le médecin libéraux, ça permettrait, ou 35 ou 40 € je l'espère à terme, voire plus, ça permettrait clairement de recréer de la valeur et de rejustifier ce que nous sommes et notre expertise. Et le tiers payant, clairement, je pense, plus que l'acte en soi, est inflationniste et consumériste. Et il y a une autre... alors, augmenter la part patient, c'est pas du tout indécent. Pourquoi ? Parce que augmenter la part patient, c'est augmenter la part des mutuelles. Or, les mutuelles chez les personnes âgées augmentent. Elles sont parfois de 150-200 € par mois. C'est les patients en ALD dont les mutuelles ne remboursent quasiment plus les soins. Donc, c'est tout bénef. C'est eux qui cotisent le plus et c'est eux qui sont intégralement pris en charge, finalement, par la Sécurité nationale. CQTF, les mutuelles ont tout gagné. Alors, je vais faire comme Arnaud, l'avocat du diable, parce qu'en fait... on dit responsabiliser les patients, mais en fait on a l'impression, l'histoire du tiers payant, toutes les politiques des dernières années vont plutôt dans le sens de le généraliser, donc on va plutôt dans le sens inverse, et dans le sens de la responsabilisation, on pourrait aussi parler des téléconsultations, des plateformes de téléconsultation, avec la Sécu qui rembourse des téléconsultations urgentes au tarif de nuit pour des renouvellements de pilules par exemple. Donc l'argent, il y en a. Effectivement, il y a une volonté politique qui manifestement n'est pas là de relancer l'attractivité, parce que si on a de l'argent pour rembourser, en fait, on ne responsabilise pas le patient qui va cliquer à 22h, 23h, minuit, qui va avoir tout ce qu'il veut. La téléconsultation, c'est même pire que ça, parce qu'en fait, la téléconsultation, au début, le politique s'est dit... On va faire la téléconsultation, ça permet de désenclaver les territoires. Ça va permettre de réduire un peu, effectivement, ces territoires en pénurie de médecins, ces déserts médicaux. Or, c'est faux, les chiffres le démontrent bien. La téléconsultation est plutôt utilisée dans les milieux urbains par les jeunes. Donc, ça ne désenclave absolument rien et ça majore le consumérisme médical. Et d'autant plus que ce sont des usines à gaz qui profitent largement de l'argent public, avec finalement des médecins qui font du 100% de téléconsultation, salariés à des prix modiques, et donc par conséquent, ces entreprises sont particulièrement lucratives aujourd'hui à notre détriment. Alors attention sur les déremboursements, sur la part patient et tout ça, il faut qu'on regarde les chiffres. Avant l'été, il y a eu un gros déremboursement, 500 millions € sur les frais dentaires. Je ne sais pas si vous l'avez vu, les médias ont très peu passé. C'était la période où il y avait les émeutes, donc tout ça est passé. Attention quand même, on a 3 à 4 millions de Français qui n'ont pas de mutuelle. Donc ce déremboursement induit quand même un renoncement de soins sur les frais de dentisterie et autres. Mais en tout cas, attention. Et sur les mutuelles, attention, alors, il y a les questions des franchises et les questions sur les boîtes, mais les mutuelles envisagent et ont fait d'ailleurs au 1er janvier une majoration de 10% de leurs tarifs, parce qu'ils ont à peu près 40 à 50% des mutuelles étaient quasi déficitaires. Hein. Donc, n'envisageons pas non plus les mutuelles comme des secteurs prolifiques. À peu près la moitié d'entre eux étaient déficitaires. Donc, ils ont augmenté leurs tarifs de 10% dans une période où le pouvoir d'achat quand même moyen est difficile. 10% de plus sur les mutuelles, sur les petites retraites, les personnes âgées, ça se sent quand même. Il faut quand même aujourd'hui savoir que 90% des patients ont une mutuelle et qu'aujourd'hui, très clairement, je pense que nous avons le système de soins le plus égalitaire au monde, avec bon nombre de patients qui sont pris en charge dans le cadre de l'ALD, la C2S ou autre. Donc très clairement, oui, bien sûr, pour les personnes qui ont un niveau socio-économique faible, le tiers payant a du sens, mais pour d'autres, il y en a beaucoup moins, et qu'on veuille ou pas, c'est pas l'acte en soi qui est inflationniste, mais c'est quand même le tiers payant intégral ou le tiers payant tout court, qui peut être mis en cause avec raison. C'est-à-dire qu'en fait, le but du jeu n'est pas de tout bouleverser, mais de redonner de la valeur à l'expertise médicale, et surtout,
en retirer aux cabines de téléconsultation, aux cabines Afrique largement subventionnées. Il faut savoir que les cabines que vous voyez dans quasiment toutes les pharmacies sont comme subventionnées par l'ARS en partie. Combien sont les subventions des cabines dans les gares SNCF? C'est absolument aberrant qu'on subventionne à ce point les cabines dans les gares SNCF et qu'on n'aide pas les médecins libéraux à avoir un acte à la hauteur de leurs compétences. Et vous aviez bien vu le projet de Ramsès, là je crois que c'est Ramsès, 13,50 € par mois et l'abonnement. Deux petites infos. La SNCF est convoquée au Conseil de l'Ordre, au Conseil national, cette semaine ou la semaine voilà. Sur les mutuelles, il faut qu'elles baissent leurs frais. On a un très beau stade à Lille, grand stade, où beaucoup d'affaires se traitent. Il y a une mutuelle qui a une loge, immense loge à l'année, dans le grand stade. C'est pas pour ces sociétaires. Hein. Que fait une mutuelle au grand stade à Lille dans une loge? Je vous pose la question. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Alors avant de conclure, passer la parole à Marine Tondelier et puis continuer à discuter, ça fait beaucoup de choses. S'il vous plaît, ceux qui mangent, relevez la main parce que j'ai un mini stress. Faut qu'on compte. Quelqu'un peut compter? Est-ce que quelqu'un peut compter, s'il vous plaît? Ok. Je suis désolé. Hein. Marine Tondelier, vous avez des nouvelles ou pas? Non? C'est à elle de se connecter? Donc nous, on est cool? Bah, elle dit 27. Ah non, mais je sens que quelqu'un va changer d'avis, c'est sûr. Tu peux leur dire, Kepsine? Ok, merci. Ok. Il est quelle heure? Donc, bon, très bien. Bon, écoutez, je crois que on a quand même abordé les sujets les plus importants. Je vous écoute si vous voulez aborder d'autres sujets. On se tient à ce qu'on dit. J'aimerais des propositions. Est-ce qu'on veut travailler différemment avec l'ordre? Est-ce qu'on veut des relations privilégiées avec les professeurs d'université? Est-ce qu'on veut un canal direct avec les députés? Bon, là, hein, on l'embête sans arrêt. Voilà, par pitié, pas de litanie. Bonjour. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je veux dire, on a dit que ce n'était pas la soirée des constatations, mais la soirée des projets, la soirée des propositions. Qu'est-ce que nos députés et l'autre monsieur qui est ici, je me souviens un peu de son nom, comment ça remonte au gouvernement tout ça? Parce que ça fait 2 ans qu'on tourne en rond, ça fait 20 ans qu'on le dit, Aubry, Mauroy, 88, numerus clausus, etc. Ils se foutent de nous. Donc en fait, comment on progresse pour arriver à regagner cette confiance? Parce qu'au-delà des sous, au-delà de nos honoraires, ils ne nous font pas confiance. On est des délinquants. D'accord? Je vais te répondre en Donc, oui. Du coup, comment on fait pour regagner cette confiance par rapport à notre métier? Ça fait 2500 ans qu'on se balade en charrette pour soigner les gens. D'accord? Donc ce métier a toujours existé. Il n'y a plus de médecins. Or, il y en a quand même parce qu'il y a plein de remplaçants. On va les former, on a des propositions, on a des chiffres, des choses qui viennent de l'Allemagne. Tout le monde a vu cette grand-mère à la télé, là, dans la Drôme, qui se nettoyait le dos avec une tapette à mouche, avec un gant à la télé. Ça donne beaucoup d'émotions. On a envie de pleurer quand on voit ça. Mais ça, tout le monde s'en fout. Donc, on va dire, voilà, on a des chiffres, on a des gens en souffrance. On a des gens qui doivent... Il y a des taxis qui se font dans la Drôme, il y a de l'aide qui se font, les gens ils prennent en taxi des grands-mères pour aller consulter à 100 bornes. Tout ça, c'est pas normal. Donc en fait, la confiance, au-delà de l'argent, comment on fait pour que les politiques... Ce qui va se passer ce soir, enfin ce qui se passe ce soir, ça fait 2 ans qu'on tourne en rond. Et donc j'espère qu'il y a d'autres groupes au même moment que nous qui sont en train de discuter ce soir, parce qu'à un moment, comment ça va bouger? On n'a pas de tracteur. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que je peux te répondre? Bon, je vais te répondre en mon nom, et puis si on arrive à tous être un peu efficients dans nos réponses, je passerai. Bon, donc moi, j'ai fondé le collectif Santé en danger, parce que j'ai l'intime intuition que la seule manière d'y arriver, c'est d'être unis, d'unir le monde de la santé. Ce soir, on parle de médecine générale, mais je pense que pour avoir du poids, il faut aller dans le bureau d'Emmanuel Macron avec l'IPA, l'infirmière libérale, le praticien hospitalier, tout le monde. Ça, c'est le premier point. C'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est une entité là. Vous êtes une tentacule, si je peux m'exprimer comme ça, du collectif, parce que je pense qu'en fait, on doit être une unité. Il n'y a que ça qui fera du poids. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est là aussi ce soir. Et le projet, c'est d'éviter la résilience.
que moi, c'est ce qui me fait peur. La résilience ou la résignation. J'ai ça en horreur. Et tu pourrais discuter avec les gens du collectif Santé en danger. J'ai décidé un jour qu'on faisait un truc ce soir, j'ai prévenu personne, hein, parce que je sentais que les troupes se fatiguent. Donc il faut que nous, on se fasse des choses comme ça pour ne pas devenir résignés. Ça, c'est... Moi, je pense que les infirmiers libéraux, en ce moment, font un mouvement qui est quand même assez péchu. Hein. Leurs opérations escargots partout en France. J'ai fait celle de Seclin. Bon, c'est pas des tracteurs, mais il se passe quelque chose quand même. Ben, moi, je trouve qu'elles nous envoient un signal. Hein. Vous faites ce que vous voulez, mais nous, on fait des opérations escargots partout en France. Elles font ça avec leurs moyens, mais n'empêche qu'elles le font, c'est bien. Est-ce qu'on doit faire des opérations escargots? C'est pas ce que je suis en train de te dire, mais là, il y a un signal qui est envoyé. Je crois que les infirmières libérales, les médecins généralistes, en fait, c'est la même famille. Tout à l'heure, Guillaume a parlé de rapport fraternel. Leur souffrance, c'est notre souffrance, c'est votre souffrance. Donc là, il y a une union naturelle qui doit être faite. Donc j'espère que cette union va prendre. C'est Arnaud Chiche qui te parle. Je ne suis pas Jérôme Marty. Je ne suis pas le représentant de CSMF. Je ne suis pas FMF, je ne suis pas MG France, mais là, il se passe quelque chose. Ce que je peux vous garantir, moi, c'est que j'ai la deuxième jambe de l'hôpital. Ça, j'en suis le garant. C'est-à-dire que l'hôpital sait que je suis avec vous ce soir. J'ai déjà prévenu l'hôpital qu'on allait faire pareil avec eux. Et j'ai déjà dit à l'hôpital qu'il fallait être capable d'être réactif pour la cause de l'hôpital en même temps que vous. Bon, je ne vais pas te mentir, ça fait 3 ans et demi que je fais ça. Je mets Jérôme Marty dans la même pièce que les responsables des intersyndicales des praticiens hospitaliers. Il faut qu'à un moment donné, la mayonnaise, elle prenne hôpital, ville, tous ensemble. Et enfin, ton prénom, excuse-moi. Hugo. On a un autre problème, Hugo. C'est que dans les groupes de médecins pour demain, vous êtes peut-être 500 dans vos WhatsApp, Nord, Pas-de-Calais. Nous, tu sais combien on est dans le collectif Santé en danger? On est 250 000. Alors, je vais te dire 300 000 avec tous les réseaux sociaux. Tu veux que je te dise combien on est quand on se donne rendez-vous Grand Place à Lille ou à Paris? Voilà. Hugo, est-ce qu'on est vraiment représentatif de la profession? Je ne sais pas. Est-ce que la profession a vraiment envie de se mobiliser? Je ne sais pas. Tu comprends? Moi, j'ai créé le collectif parce que j'ai posé le diagnostic terrible sur les syndicats qu'ils n'étaient pas capables de. C'était bon. J'ai commencé par me faire engueuler, puis après j'ai dit non, mais les gars, c'est vous les organes, les corps intermédiaires officiels. Mais on fait à peine mieux qu'eux. Médecins pour demain, il y a eu une belle mobilisation l'année dernière. Mais on va pas se mentir. Enfin, on y était avec Fred. Hein. Excuse-moi, on regarde tous les médecins généralistes. Donc voilà. Donc moi, je veux bien qu'on me dise oui, les agriculteurs, les tracteurs, etc. Je pense qu'on n'est pas capable. Donc ce que j'essaye de faire ce soir avec Yannick, avec Monsieur Amouyel, qui est envoyé par Violette, avec tous ceux que je côtoie au quotidien, président du Sénat, les députés, le ministère, même le service santé de l'Élysée. Moi, je pense qu'il faut les infiltrer de l'intérieur. J'appelle ça du lobbying. C'est long, c'est fastidieux, mais il faut les emmerder. Enfin, j'ai conclu, je lâche. Après, moi, j'ai un autre truc à vous proposer. Mais ça fait 3 ans et demi que c'est un peu le serpent de mer. T'es médecin, je suis médecin, on a un député médecin. On peut créer un parti politique de la santé. Hein. On va à l'Assemblée, on se fait élire. Il va falloir bosser parce qu'il faudra se faire élire déjà. Puis ensuite, on va à l'Assemblée nationale. Et puis, c'est pas nous qui en profiterons, ce sera nos enfants et les futurs docteurs. Mais on fait voter les lois parce qu'on crée un lobby médical, santé à l'Assemblée nationale. Et on écrit les lois et on les vote. Oui, mais alors on sera combien? Autant que quand on va à Paris? D'accord? Là, tout le monde va dire ah ouais, génial. Et puis quand on va devoir écrire les statuts du parti de la santé, on sera combien? Voilà. Bon, tu as répondu, en tout cas, tu as répondu à ma question. Ce midi, on est ici 2 du groupe de Valenciennes, un groupe assez fort, WhatsApp, compagnie, etc. Ce midi, on s'est réunis à 8, comme on fait tous les mardis, pour savoir ce qu'on va faire. Il y a eu une petite baisse de régime avec les fêtes, etc. Et on s'est posé la question, quelles actions on veut mener? On est déjà allé voir la directrice de la CEPAM du Hainaut, on lui a mis les points sur les barres sur l'été, ça a pas mal marché. Elle est sympathique, on a été cordiaux, etc. Pour l'instant, on s'est dit ce midi, voilà, à 8, on s'est dit, on va essayer de survivre. En tant que groupe valenciennois, chaque groupe va essayer de survivre en se disant, voilà, comme tu dis de façon tentaculaire, on va tous essayer de s'infiltrer, mais c'est long. Si tu veux, c'est beaucoup trop long. On regarde l'urgence de la situation. Pour répondre aussi à ta question, je te passe le micro tout de suite. Ce soir, on est à la médecine générale pour le collectif. La semaine prochaine, ce sera les infirmières libérales. Il y aura un sujet ville, il y aura un sujet urgence, il y aura un sujet hôpital. À chaque fois, on augmente la feuille de route. À chaque fois, on va l'envoyer à Matignon. S'il faut, on y va. Grâce à des gens comme Vincent Legroux, qui est un type qui nous a à la bonne, il va nous goupiller des rendez-vous. C'est grâce à Vincent Legroux que j'ai rencontré Yannick. J'ai aussi rencontré Marlex, son patron à l'Assemblée. Enfin voilà. Bon, mais moi, je m'en contente plus des rencontres. Hein.
tu t'en doutes bien. Enfin, vous avez tous compris que moi, je me nourris. Il n'y a aucun narcissisme dans ma démarche. J'en ai rien à foutre d'aller serrer la paluche des grands élus. Je suis toujours des gens charmants. Mais à un moment donné, si tu veux être écouté, ça ne me convient pas. Donc là, j'ai envoyé des mails là récemment. Voilà, je finis par leur écrire. Si vous n'avez pas faire, laissez-moi faire. Hein. En tout cas, ça va prendre très longtemps, mais ce sera une grande victoire si un jour on arrive à ce que l'État arrête de distribuer l'argent du contribuable et de la santé n'importe comment, en suradministration. Mais retour aux médecins et bien sûr à toutes les personnes qui les entourent. Donc redistribuer, ce sera une grande victoire. Redistribuer l'argent à la médecine libérale, hospitalière, etc. Redistribuer correctement. Juste pour vous répondre, ce n'est pas des réponses, c'est juste des éléments d'ambiance. Moi, je suis député depuis 18 mois, donc voilà. Ce que j'ai ressenti à l'Assemblée, c'est que si on tient ce genre de discussion, et quand moi je tiens mes propos, rapidement, quand on est à bout d'arguments, vous savez ce qu'on me dit ? Tu fais du corporatisme. Non mais voilà, je vous dis quand même ces sujets-là. Et attention, des petites musiques. Il y a eu un tour de France de pas mal de députés, toutes couleurs politiques défendues, qui veulent franchement, on est entre nous là, il n'y a pas de milliards, qui veulent casser du médecin. Hein. Je veux dire, c'est avec des coercitions importantes. Enfin, faut voir un peu. Le but, c'est que effectivement, ça a été dit. Ils trouvent qu'on est un peu des nantis, que finalement, dans beaucoup de professions, par exemple, les enseignants, en fait, ils sont mutés là, mutés ici. Donc, ils ne voient pas pourquoi il y aurait cette différenciation. Alors quand oui, mais j'entends. Je suis votre avocat, je vous rappelle. Je suis votre avocat. Mais je le redis, c'est-à-dire que ils ne voient pas. On est encore dans des vieux principes de dire la France a payé 10 ans d'études à des jeunes. Au-delà du médecin, le problème, c'est le patient qui en pâtit, parce qu'actuellement, c'est des patients qui meurent aux urgences, ils attendent 12 heures. C'est des patients soignés parce qu'ils vont voir un pharmacien, ils vont voir un PA, ils vont voir mais je connais tout ça. Mais ce que je vous dis, ces gens-là, ils se font soigner. Je vous dis la note d'ambiance. La note d'ambiance fait que il y en a marre. On paraît comme des divas. Il y a qu'à mettre de la coercition. On leur paye leurs études, machin. Alors quand je fais mes calculs, quand je vois ce que, par exemple, on fait rapporter aux hôpitaux quand on est leurs internes pendant un certain nombre d'années, et que si à la place des internes, il fallait embaucher des médecins, on a calculé tout ça. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que, et il faut qu'on soit aussi vigilant. Moi, il y a beaucoup de médecins, on a dit certains noms là tout à l'heure, qui sont eux-mêmes qui posent ces lois qui sont à l'inverse de l'intérêt des patients et de notre profession. Madame Rist, elle est rhumatologue, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je n'arrive pas à comprendre comment on peut être aussi... Comment ? Non, mais je vous dis... Non, mais n'allons pas sur des histoires personnelles. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que, attention quand même, effectivement, ils se coupent du quotidien, mais... Il faut peut-être d'autres médecins à l'Assemblée nationale. Voilà. Je suis à Mouyel. Et je te promets... Ça va être très court. Juste un point. Si on regarde le problème de haut, on a une offre qui est faible, une demande qui est énorme. Dans n'importe quel autre système, c'est l'offre qui commande, pas la demande. D'accord ? Or, l'offre, c'est les médecins, c'est nous, enfin, c'est les médecins en général. Et là, comment faire que cette offre ait suffisamment de force pour s'imposer sur la demande ? Pour que tout ça s'équilibre à un moment ou à un autre. Il n'y a qu'une seule façon, c'est ce que vous avez dit, c'est dire il faut marcher il faut une seule voie sur tous les professionnels de santé et surtout, ce que j'ai apprécié dans la raison de l'avenue, c'est marqué, c'est pour avoir des propositions et des solutions. C'est-à-dire d'être froid, de ne pas démarrer au quart de tour, parce que ça arrange dans les négociations la perte de contrôle. Donc, il en faut quelques-uns, il ne faut pas faire c'est fini, il faut être clair, simple. De toute façon, il faut être persuadé que c'est les médecins et les personnels de santé qui ont la force devant eux. C'est l'offre qui est insuffisante. Donc, si vous prenez une action, si vous êtes à la bourse, vous prenez une action, s'il y a beaucoup d'offres, peu d'offres et beaucoup de demandes, l'action, elle monte. Donc, normalement, ça devrait monter. Voilà. Ouais, c'est exactement. Enfin, je rejoins un peu tout ce qu'on s'est dit. Donc là, comment gagner la confiance, comment. On a déjà fait le constat finalement, et les propositions, elles sont faites ce soir. Elles étaient déjà préparées. On était quasiment tous d'accord avec quasiment 80-100% des propositions. Et j'ai l'impression que par exemple les syndicats, ils sont d'accord pour une grosse partie des propositions.
comment avoir du poids dans les négociations. Moi, c'est ça que je comprends pas aujourd'hui. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'on n'est pas écouté. Voilà. Alors après, les syndicats nous diront, faut adhérer. Une adhésion MG France ou FHF, c'est 300 €. C'est extrêmement cher. Je ne sais pas pourquoi en fait. Collectif Santé en danger, c'est 40 centimes par mois. Hein. Ouais. 5 € par an. Voilà, non mais voilà. Et alors, juste comment avoir du poids? Comment avoir du poids politiquement pour les médecins? Une petite remarque. Juste répondre à ma question parce que moi c'est essentiel avant. Absolument. C'est quelque chose qui me. Quand il y a eu la première mobilisation pour le CA50, tous les médias, quasiment tous les médias, ils ont pris ça mais vraiment de haut, en disant oh là là, dis donc, les médecins ils exagèrent. Si les médias ils comprennent déjà pas ce qu'on demande et pourquoi on le demande, l'opinion publique il va dans le même sens en disant oh dis donc les médecins ils s'en fichent, et donc forcément les politiques ils suivront pas. Il faut vraiment aller dans ce sens-là. Il faut convaincre les médias qui va apporter notre vrai discours, convaincre l'opinion publique, et à ce moment-là, les politiques vont commencer à réfléchir. C'est important ce que dit Laurent, hein, parce que on est en train de terminer, hein, mais c'est important ce que dit Laurent. Ça veut dire que dans tous nos mouvements, syndicats, collectif Médecins pour demain, collectif Santé en danger. Bon, moi je touche du bois, hein. J'essaye de ne jamais déconner dans les médias. Je me suis jamais trop planté, mais c'est pas facile. Hein. Ça veut dire que dans la précipitation de vouloir s'exprimer sur les chaînes info, faut voir l'exercice de style que c'est. Hein, certains d'entre vous, c'est extrêmement compliqué. Bon, j'en ai fait beaucoup pendant 4 ans. J'en suis pas fier. Hein. Mais bon, on m'a demandé donc je l'ai fait. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Ceux qui y vont, il ne faut pas dire n'importe quoi. Et Laurent, excuse-moi, hein, mais le CA50, on n'a retenu que ça parce qu'il n'y a que ça qui a été retenu. Il y a eu un énorme problème de communication. C'est fondamental. C'est absolument fondamental. Parce que j'étais aussi extrêmement sollicité à ce moment-là. Moi, j'ai fait le pompier pendant des semaines et des semaines dans tous les médias que je faisais pour essayer de rétablir le truc. Mais quand vous passez du temps dans un média, vous avez 1 minute 20 pour vous exprimer, à rétablir un faux message, le bon message, il n'y a plus de temps. Donc, non, c'est quand même important. Pour répondre à ta question, Hugo, tu vois, quoi qu'on en sorte ce soir, quelles que soient les sollicitations, tu vois, derrière, il y a Guillaume qui est en train de se faire interroger par BFM, il ne faut pas tout réduire à néant avec finalement une mauvaise expression au mauvais moment, au mauvais endroit. Ça veut dire qu'on doit aussi, nous, se professionnaliser. Bon, dans le collectif Santé en danger, on essaie de professionnaliser au maximum la communication, même si on donne des airs de grande déconnade souvent, mais c'est fait exprès. Tu vois, mais on fait toujours vachement gaffe. Tu peux demander à... on donne pas forcément l'air, mais en fait on pèse chaque parole, et en fait on s'est jamais planté, mais ça nécessite une grande maîtrise. Je pense que c'est un sujet qui est fondamental pour réellement avoir du poids, parce que sinon, en face de nous, on a des spécialistes qui attendent juste... j'ai rencontré Stéphanie Harris il y a 4 ans, elle me regardait de haut, bon, j'ai compris que cette fille était redoutable et probablement la plus forte des politiques que j'avais, après Yannick, que j'avais croisée, hein, parce que, voilà, bon, on me dit que c'est fini. Ouais. À toutes et tous. Oui, alors en fait, je suis là ce soir pour témoigner de l'histoire de mes 2 fils qui sont avec moi, dont un, Ryan, est docteur en chirurgie dentaire. Et donc, il a un très bon fond. Et il a été remarqué par Christophe Charles, donc le maire de la ville de Hobby, qui cherchait désespérément des médecins depuis 7 ans. Et puis, il a eu le courage de prendre ce cabinet, voilà, qui est... Celui-ci. Et donc, mon deuxième fils réorienté. Et donc, il a fait une passe. Et en fait, à 2 centièmes de point, s'est vu refoulé avec 15,843 de moyenne, en étant complètement admiratif de son frère et voulant justement combler un désert médical également. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Eh ben, écoute, d'abord, on compatit, hein, parce que malheureusement, il y a plein de jeunes dans cette situation-là. On l'a bien dit, Pass-LAS, faut le supprimer. L'Apertus, faut le supprimer. Peut pas être plus clair. Et c'est absolument lamentable. Et j'espère qu'un jour, les responsables de ça rendront des comptes. Des cas comme ça de jeunes qui ont été abîmés. Bon, c'est, à part dire que c'est lamentable, j'ai pas tellement d'autres trucs à dire. Attendez, juste pour répondre sur ce point précis, attendez, on est quand même à la milieu du chemin. Hein. La proposition de loi que j'ai faite, elle a été adoptée à l'Assemblée. Donc maintenant, elle est au Sénat. On va voir comment elle ressort du Sénat. Mais si elle revient en deuxième lecture à l'Assemblée, on a flingué le Apertus. Et on a construit la voie de retour des étudiants à l'étranger. Donc je dis que c'est important, quand vous dites qu'est-ce qu'on fait, tout ça, continuez bien à faire tout ce que vous faites. Faites-nous passer les informations. Moi, Arnaud, il est en lien direct avec moi. Et une fois qu'on a une idée, qu'on a un sujet, on le met dans une proposition de loi. Alors, je suis dans l'opposition, donc c'est très difficile de se faire inscrire, des choses comme ça. Mais quand le sujet il est extrêmement prégnant, on arrive à des inscriptions et on grappille comme ça. En 18 mois, j'ai déjà réussi à faire inscrire ça. Il ne faut pas qu'on lâche. Bon, c'est terminé. Cette fois, c'est fini. Très vite. Petite question. 20 secondes. Non, mais Marie-France, c'est fini. Non, mais on n'a plus de... Il n'y a plus d'électricité. Il est 25, tu nous as dit 30. Moi, j'ai 28 à ma montre. Hein. J'en ai pour Marie-France, très une vite. minute. Comment faire pour convaincre les députés? J'ai écrit à tous les députés du Nord pour les questionner. Non. J'ai eu 5 réponses. Oui, mais majorité Front National. Tu vois, il ne faut pas qu'on fasse tous. C'est parce qu'à mon avis, il ne faut pas qu'on fasse tous ça dans notre coin. C'est qu'est-ce que fait Médecins pour demain? Qu'est-ce que fait le collectif Santé en danger? Qu'est-ce que fait l'UFML? On fait un courrier tous ensemble. Écoute, nous, on a fait un communiqué de presse commun. Médecins pour demain, collectif Santé en danger, infirmiers libéraux en colère, ça a été repris par Ouest France, c'est dans le Figaro aujourd'hui, et ben je peux te dire que ça marche. Donc tu vois, c'est à mon avis typiquement, tu vois l'exemple de l'énergie qu'il ne faut pas perdre, et je pense qu'on doit structurer aussi nos démarches, parce que aussi sincère que soit ta volonté, je pense que ça défoule sur le moment, mais derrière, voilà. Ouais, on n'a pas le temps de gérer les lapins ce soir. Merci à tous, vraiment, d'être venus. J'espère. Merci à mes acolytes. Merci à monsieur Amouyel, à monsieur Noder, à Jean-Philippe Latel d'être venu. J'espère que vous avez passé, un moment correct. Et si vous avez envie, on recommencera. Et en tout cas, on vous communiquera très vite les fameuses